Le véganisme fait partie des dogmes que je combats idéologiquement en permanence. Dans un système d'élevage, il faut aussi que tu joues le rôle du prédateur, tu es obligé. Les amis, aujourd'hui je me trouve chez Cocopelli. Cocopelli, si vous ne les connaissez pas, c'est les pionniers de la semence libre reproductible, variété ancienne, variété moderne. C'est bien simple, c'est le plus gros catalogue de semences bio au niveau du potager et des plantes médicinales. Et cette année, Cocopelli vient tout juste de fêter ses 25 ans. Donc si vous voulez faire un acte militant, si vous faites du jardinage ou même pas d'ailleurs, vous pouvez quand même acheter des graines chez eux. Le lien est dans la description. Et moi aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec son président, Ananda. Ananda, comment ça va? Et ça va et toi? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bah ouais, écoute, ça se compte en années. Hein. Bah ouais, franchement, ouais, la dernière fois que je suis venu, ce bâtiment était en cours d'installation, vous apportiez vos bureaux ici. C'était il y a combien de temps? C'était fin 2017. Non. Ouais. Putain, On c'est a fou. blanchi depuis. Tu commences à perdre tes cheveux toi là ou pas? Ouais, un peu. Bon, ça, les gens s'en foutent qu'on perde nos cheveux, mais c'est comme ça. On se connaît depuis un petit moment avec Ananda. Pour celles et ceux qui avaient vu la vidéo de la barbe, les semences, Ananda m'a été d'une grande aide puisque Ananda est le président donc de Cocopelli, chez qui on est aujourd'hui. Est-ce que Ananda, tu peux faire un petit historique de qu'est-ce que c'est Cocopelli? Cocopelli, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 99, donc on a 25 ans cette année, et on fait de la préservation de ressources génétiques pour le domaine public, donc de semences libres et reproductibles. Donc l'objectif, c'est de pousser les jardiniers, les maraîchers, les agriculteurs à être autonomes en semences, donc à plus dépendre de l'agro-industrie en fait. On a une gamme qui est assez énorme en fait. Ça oscille selon les années parce qu'on travaille vraiment en production locale, en circuit court entre guillemets d'approvisionnement de semences. Donc on est entre 1700 et 2500 variétés qui sont disponibles au catalogue chaque année. Et après on préserve bien plus que ça. On a nos congélateurs qui sont remplis de souches, de semences de base et on doit être pas loin des 4500, 5000 variétés qui sont préservées chez nous. C'est absolument énorme. À titre de comparaison, est-ce que tu sais à peu près combien il y a de variétés vendues dans les supermarchés? Non, c'est C'est une dur à question dire, colle, mais hein, mais c'est juste pour qu'on compare bien, parce qu'effectivement, 4700 variétés, je pense qu'il y a peu de gens qui se rendent Mais compte de la diversité que ça fait, quoi. de toute manière, on ne se rend pas compte de la diversité qui existe, si tu veux. Parce que déjà, rien qu'à Svalbard, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Svalbard, là, tu sais, c'est un gros projet qui est financé par Fondation Bill et Melinda Gates, Rockefeller, etc. Où C'est le gros frigo qui est au Ouais, pôle Nord, là? ouais, nous on appelle ça la morgue. Et en fait, si tu veux, ils mettent des ressources génétiques là-dedans, ils les congèlent en cas de cataclysme. Alors qu'on est déjà en plein cataclysme en vrai, parce que le cataclysme, c'est quand tu as 33 000 personnes qui meurent de faim tous les jours. Bon, bah, c'est clairement un cataclysme. Et en plus, eux, 33 000 personnes qui meurent tous les jours, aujourd'hui. aujourd'hui, ouais. Ouais, c'est ça. Et eux, tu vois, pour prendre le riz, par exemple, je sais plus c'est combien ils ont, je crois peut-être 250 000 ressources génétiques sur le riz. Quand je te dis qu'on a 5000 variétés et quelques en conservation, ça paraît énorme, mais en fait, c'est rien. Honnêtement, au vu de la diversité qu'on a perdue, donc tu sais, on a perdu à peu près 70% de la biodiversité cultivée, ça c'est les chiffres de la FAO qui sont très probablement en plus sous-estimés. Donc aujourd'hui, la diversité qui est maintenue par Cocopelli, elle est au final pas monstrueuse. Ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'en en fait, on la recrée souvent, la biodiversité. Donc on peut créer des nouvelles variétés, des variétés qui sont modernes. D'ailleurs, chez Cocopelli, tu nous entendras rarement parler de variétés anciennes. On Ah ouais? parle de variétés anciennes quand vraiment c'est des variétés anciennes. C'est-à-dire qu'elles sont répertoriées dans un catalogue commercial qui date de 1880, 90, quelque chose comme ça. Et là, on va dire ça, c'est une variété ancienne. Mais sinon, on utilise dans le langage courant souvent variété ancienne juste pour désigner des variétés qui sont libres et reproductibles. Mais ça peut très bien être des variétés complètement modernes, en fait, dans le sens noble de la modernité. C'est-à-dire qu'on a des producteurs qui vont sélectionner des variétés qui vont répondre aux attentes des maraîchers, des agriculteurs, des jardiniers, mais qui ne sont pas verrouillées ni botaniquement ni juridiquement. Donc c'est des variétés qui sont mises à disposition du domaine public. Donc que toi, en tant que jardinier ou tu vois futur maraîcher, tu vas pouvoir reproduire, adapter à ton terroir, voire faire évoluer en fonction de tes attentes et des besoins de tes clients ou de ta famille, etc. Et c'est ça qui est magique en fait dans la biodiversité, c'est que certes on en a perdu énormément, mais en fait on a tout ce qu'il faut pour en recréer davantage. Pour répondre quand même à ta question de base, si tu vas dans une jardinerie, sur les tomates par exemple, allez, tout le monde connaît les tomates, tu dois être une quinzaine, allez peut-être c'est même trop, entre 10 et 15 variétés différentes. Mais si tu vas vraiment sur les gammes classiques, tu vas avoir une tomate rouge, une autre tomate rouge un peu plus grosse ou un peu plus petite, et encore une autre tomate rouge plutôt en forme de cœur de bœuf, une tomate rouge cocktail, allez, peut-être une jaune pour les plus osés. Chez Cocopelli, tu as 650 variétés de tomates, des rouges, des bleus, des noirs, avec des anthocyanes, des bigarrés, adaptés à quasiment tous les biotopes, tous les terroirs. Enfin voilà, c'est ça la biodiversité cultivée. Alors justement, pour cultiver une telle biodiversité, tu disais que vous fournissiez localement. Comment ça fonctionne? Parce qu'ici, c'est une association, c'est pas ici que vous faites la semence Cocopelli. La semence Cocopelli, elle est faite dans plein de terroirs différents, comme tu l'expliquais, pour que les graines soient adaptées à un terroir, en fait, à des conditions pédoclimatiques. Oui, alors en fait, on a un réseau de producteurs français
96 ou 97% de la biodiversité est cultivée en France, mais on a des producteurs du nord de la France au sud-ouest. Après, on est quand même pas mal sud-ouest et ouest en fait, et on a une petite cinquantaine de producteurs avec différents types de fermes. Tu as des fermes qui sont toutes petites qui vont cultiver sur moins d'1 hectare, et des fermes comme ici en Ariège, tu as la ferme Cotillédon qui est sur une dizaine d'hectares. Alors souvent, un producteur va garder la même variété quand même un certain nombre d'années parce qu'il la connaît, donc ça lui permet de continuer à la sélectionner, parce qu'il faut savoir que le métier de producteur multiplicateur de semences, ça va un peu plus loin que le maraîchage. Si tu veux, tu as sans arrêt une sélection positive à faire, à minima une sélection positive, où tu vas éliminer les petites dérives, ou alors tu vas au contraire faire en sorte que la variété soit de plus en plus intéressante ou réponde de mieux en mieux aux critères originels de la variété. Donc on essaye de garder les variétés chez un même producteur. Mais à des moments, on va quand même prendre cette ressource et l'amener quelque part d'autre en France pour la reproduire en fait dans un autre terroir. Et ce qui est vachement bien avec les variétés libres et reproductibles, à contrario des F1, c'est qu'elles vont emmagasiner en fait dans leur réservoir génétique énormément d'informations. Et du coup, ces informations, elles vont les utiliser, la semence va vraiment transmettre ça à la plante pour s'adapter justement à tout un tas d'aléas climatiques, à tout un tas d'attaques éventuelles de ravageurs, de maladies. Donc à contrario des variétés ultramodernes comme les hybrides F1 qui vont être assez fulgurants pour résister contre une maladie donnée par exemple, mais très mauvaise contre une autre, là on va avoir une résistance, pour parler de la résistance, qui est moins fulgurante mais qui va avoir un panel beaucoup plus large. C'est ce qu'on appelle les résistances horizontales. En fait, le spectre génétique va être horizontal, contrairement à un hybride F1 où le spectre génétique est vertical. C'est-à-dire qu'on va l'a vraiment sélectionner pour un sujet. Et le deuxième à côté, il n'est pas pris. Là, tu viens d'introduire un terme qu'il va falloir vulgariser. Hybride F1. Qu'est-ce que c'est qu'un hybride F1? Simplement, et ça, c'est pas simple à faire simplement. Vulgariser ce qu'est un hybride F1, ouais, c'est assez compliqué à vulgariser parce que bon, on a une super vidéo hein, sur la chaîne YouTube, même 2 vidéos sur la chaîne YouTube. Le lien s'affiche de la chaîne Cocopelli juste ici. Ouais. Et il est dans la description aussi. Voilà, et du coup, on a une vidéo de vulgarisation, justement, une vidéo un peu plus complète sur le sujet. Normalement, le lien de la vidéo Cocopelli qui explique simplement ce que c'est que l'hybridation F1 est en ce moment ici ou dans la description. Mais si tu peux nous le faire quand même pour nous. Alors déjà, ce qu'il faut dire rapidement, c'est que le terme, il est complètement galvaudé. Parce que F1, ça vient de filia, du latin, c'est la première génération d'une descendance. Et tu retrouves beaucoup de vidéos d'ailleurs sur YouTube qui disent « mais les hybrides F1, c'est pas grave, en fait, c'est juste la descendance d'un croisement de deux variétés ». Et en effet, botaniquement parlant, normalement, un hybride F1, c'est juste la première descendance d'un croisement de deux variétés. Par exemple, une tomate rouge et une tomate verte. Sauf que pour l'industrie, c'est pas du tout ça. Pour l'industrie, c'est en effet une tomate rouge et une tomate verte, mais sauf que les lignées parentales sont des lignées pures. Donc on a génétiquement épuré. Donc comment est-ce qu'on les a génétiquement épurées? On est allé faire entre guillemets de la consanguinité sur chaque lignée parentale en resserrant le réservoir génétique vers un critère donné. Donc là, je simplifie vraiment. Hein. Et à un moment, on croise ces deux variétés. Et quand on croise ces deux variétés, ce qui va se passer, c'est soi-disant, je dis bien soi-disant parce que c'est un phénomène qui n'est encore pas expliqué aujourd'hui, ce qui est assez bizarre quand même en 2024 avec le niveau de science qu'on a, le phénomène hétérosis ou la vigueur hybride. Donc cet apport génétique de deux lignées parentales très pauvres génétiquement va faire une espèce d'explosion de gènes et on va aller vers une surrésistance à une maladie ou alors une surproductivité ou un fruit ou un légume qui va être adapté au stockage pour traverser l'Atlantique 4 fois aller-retour avant d'aller dans ton assiette. On va vraiment sélectionner un panel de critères et les rendre très prégnants dans la variété. Mais on sélectionne en fonction des critères d'intérêt du sélectionneur. Et les critères d'intérêt du sélectionneur, vu que le sélectionneur travaille pour l'agro-industrie, c'est les critères de l'agro-industrie. Donc la productivité, le stockage, la résistance des fruits au choc par exemple. Quand tu as une tomate qui va être moissonnée à la moissonneuse-batteuse, faut qu'elle résiste au choc en fait, sinon, enfin voilà. Tout de suite, un extrait des tomates récoltées à la moissonneuse, c'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. J'ai filmé ça aux US, là, c'est dingue. C'est juste dingue. Les bennes entières de tomates. Enfin, tu vois, les tomates du fond de la benne, elles ont un poids de je sais plus combien de tonnes, en fait, globalement réparties. Enfin, c'est hallucinant, C'est quoi. fou. Et voilà. Et en fait, évidemment qu'une tomate comme ça, non seulement elle est insipide, mais ça, au pire, bon. Mais surtout, elle a zéro nutriment. Et donc, si tu veux, tout le mensonge de l'agro-industrie autour de CF1, soi-disant plus productif, soi-disant plus adapté à l'agriculture, etc. D'un côté, c'est vrai, parce qu'en effet, il y a certaines variétés, et encore, ça se calcule, qui sont de prime abord plus productives, mais si tu fais sécher ces tomates, que tu les analyses en nutriments, que tu regardes les acides aminés, les protéines, les vitamines, etc., qu'il y a dans cette tomate agro-industrielle supposée nourrir la planète parce qu'elle produit plus, en fait, t'as rien. Non seulement t'as rien, mais en fait, plutôt, la seule truc qui reste à l'intérieur de cette tomate, c'est les résidus de produits chimiques qui ont été utilisés pour la cultiver. Mais ça, c'est pas de la productivité. Donc nous, ce qu'on répond à ça, mais attendez, en fait, vous prenez une variété libre de droit reproductible ou une ancienne variété, et vous prenez n'importe quel jardinier amateur, avec une tomate libre de droit, il va exploser les rendements de l'industrie si on se met à calculer les nutriments.
Et en fait, nous, en tant qu'animal humain, on se nourrit de nutriments, pas juste de matière insipide et gavée d'eau et de produits chimiques. Donc en fait, tout ce cirque autour de il faut nourrir la planète, il faut machin, mais c'est une farce, c'est abominablement faux en fait. Bah, il faut quand même nourrir les gens. Ah non, mais ça, il faut nourrir les gens. Mais par contre, que les nouvelles technologies agricoles, dont en fait ces hybrides F1, ces OGM, toutes ces variétés ultramodernes, sont mis en avant pour répondre à cette problématique de il faut nourrir les gens, c'est juste strictement un mensonge. Parce que, encore une fois, on ne se nourrit pas juste de matière. Et si tu prends le riz, 1 kilo de riz blanc cultivé par l'agro-industrie et 1 kilo de riz d'une ancienne variété cultivé dans des conditions agroécologiques, bah, tu verras que ton apport nutritionnel, il a juste absolument rien à voir. J'ai fait un petit graphe là-dessus que je présente sur une conférence que je fais justement sur l'autonomie alimentaire. En 70 ans, la pomme a perdu, j'ai les chiffres de tête, je crois qu'on était à 400 mg de vitamines dans une pomme, mais aujourd'hui on est à 4. C'est du délire. Il n'y a plus rien à bouffer en fait dans ce qu'on mange. Et la réponse, c'est ça. C'est Cocopelli et d'autres, quoi. Mais en tout cas, c'est les variétés libres et reproductibles. Tant qu'on est à parler de modèle agricole pour nourrir les gens, pour toi, Oui. c'est quoi la solution? Quelles sont, toi, tes perspectives? Qu'est-ce qu'on devrait mettre en place? Il y a 2 choses à intégrer vraiment si on veut faire avancer le modèle agricole. La première chose, c'est d'arrêter de cracher sur le monde agricole. Ça, c'est vraiment la base. Et là, l'écologie, le monde de l'écologie politique fait franchement fausse route. C'est-à-dire, ah, les agriculteurs, c'est des pollueurs avec leurs tracteurs, c'est des pollueurs avec le glyphosate, c'est des pollueurs, c'est des pollueurs. C'est vrai. En fait, c'est des pollueurs. C'est le modèle agricole industriel qui a été imposé depuis les dernières guerres, en fait, depuis l'industrialisation de l'agriculture. C'est vrai, c'est comme ça que ça se passe. Néanmoins, aujourd'hui, ça reste eux qui nourrissent à 80 ou 85% la population et non les micro-fermes qui se montent un peu partout. Il faut que ça devienne ça le modèle, mais pour l'instant, c'est pas ça le modèle. Il y a un vrai accompagnement à faire du monde agricole vers la transition. Et l'accompagnement, il passe pas par la dénonciation du modèle agricole. Il faut le dénoncer sur le plan politique, au niveau de la PAC, au niveau de l'Europe, parce que l'agriculture est biberonnée aux subventions européennes, c'est juste une catastrophe. Mais très localement, tu vois, je vois ici en Ariège, on a vraiment les deux schémas. Nous, on est agriculteurs bio, en polyculture, on n'a pas d'élevage, mais on est en polyculture, et on est complètement copains, si tu veux, avec les agriculteurs du coin d'à côté qui pulvérisent du glyphosate comme des salles toute l'année. Et ça ne veut pas dire que je condamne pas leur pratique. Par contre, à aucun moment, je leur dis, vous êtes vraiment des cons avec vos tracteurs et votre glyphosate. Non, plutôt, en fait, je leur montre comment nous, on travaille. Ils voient que nous aussi, en fait, on a un tracteur. Nous aussi, en fait, on a un modèle économique qui a l'air de tenir la route. Et en fait, petit à petit, tu vois, on crée du lien et on n'est pas considéré comme les hippies complètement allumés, la ferme d'à côté, tu vois, qui sont complètement à côté de la plaque. Et en fait, ça, c'est intéressant parce que petit à petit, les pratiques, si tu veux, elles se mettent à changer. Et il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Et justement, tu parlais du glyphosate. Tu as une idée bien à toi sur le glyphosate, il me semble. Mon idée sur le glyphosate en tant que molécule, c'est la même que tout le monde. C'est vraiment une des pires saloperies qu'on ait inventées. T'en retrouves, mais bah, tu sais, t'en retrouves juste absolument partout, quoi. Non, la connerie autour du glyphosate, c'est la manière en fait dont on a interdit l'utilisation du glyphosate. Alors c'est en train de revenir, ça fait du yo-yo, tu sais, ces interdictions sur les molécules toxiques. En fait, Sans compter qu'ils en trouvent des nouvelles dès qu'on leur en a interdit une. mais attends, mais c'est ça le fond du sujet, mais c'est pas que ça. Mais on va y revenir là-dessus si tu veux bien. Mais déjà, le premier problème, c'est que depuis l'industrialisation de l'agriculture, on a intégré ces méthodes. On a forcé, plus ou moins, les agriculteurs à utiliser les intrants ou les insecticides comme un outil principal à la ferme. C'est-à-dire que le glyphosate est devenu, au même titre qu'une charrue ou qu'un cultivateur, un des outils les plus utilisés et d'un coup on leur enlève. Et en leur enlevant, on ne dit pas oui, mais on vous l'enlève. Par contre, on va vous accompagner vers une transition agroécologique. Ça veut dire qu'on va changer les pratiques. On va subventionner des CUMA pour avoir des semoirs sous couvert. On va vraiment vous faire de l'accompagnement au non-labour, mais au vrai non-labour, pas au non-labour cramé à coups de glyphosate, encore une fois, etc., etc. Juste, on leur enlève leur outil principal, démerdez-vous. En même temps, le prix du lait il chute, le prix des productions chute, il y a une inflation complètement dingue, le gasoil est à 2 euros. Enfin, tu vois, le GNR explose, ils voient toutes leurs charges exploser. Et en même temps, les champs sont en train de s'enherber parce que ça fait 3 générations qu'ils utilisent du glyphosate et que là, d'un coup, ils n'ont plus le droit d'en utiliser. Mais jamais de la vie, ça fonctionne comme ça. En fait, en faisant ça, on va au crash. On va au crash de l'agriculture. Et je dis pas qu'il faut continuer à utiliser le glyphosate. Bien évidemment, je me répète pour pas qu'il y ait de malentendus là-dessus. C'est une des pires saloperies qu'on ait inventées. Par contre, là, on a vraiment un gouvernement, mais qui chie lamentablement sur l'accompagnement de la transition des agriculteurs. Quel budget, en fait, est alloué à cette transition? On lâche des milliards et des milliards pour l'Ukraine, en avions de chasse, en machin bidule, on lâche des thunes partout. Et les agriculteurs, on leur lâche pas un copec en fait pour la transition agroécologique et par contre on leur enlève leur outil de travail. Et en plus, il y a l'inflation et on stoppe pas la concurrence étrangère qui vient avec des prix complètement par terre. Les agriculteurs sont en permanence acculés, si tu veux. Ça a été super mal fait.
Ça a été vraiment super mal fait. Ça, c'est la première chose. À mon avis, ma première vision en fait sur le changement qui doit intervenir au niveau de l'agriculture, parce que sinon, là, on fonce dans le mur en vrai. On fonce vraiment dans le mur au niveau agricole et du coup au niveau de la société. C'est déjà ce truc-là. Arrêtons de cracher à la gueule des agriculteurs parce qu'ils utilisent un tracteur avec du gasoil. On s'en fout royalement à ce stade. Demain, on s'en foutra plus. Aujourd'hui, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est les accompagner pour que petit à petit, il y ait moins de passages de tracteurs. Parce que demain, si on dit le tracteur, c'est comme le glyphosate, c'est fini à cause du réchauffement climatique ou à cause d'autres choses, après-demain, c'est la guerre civile. Hein. Parce qu'il n'y a plus rien à bouffer dans les supermarchés. Juste, ça paraît assez con, mais c'est comme ça, quoi. Du coup, il y a un vrai travail à faire. Il faut que ça se fasse vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, en fait. On détruit les sols, tous les écosystèmes sont en train de crever. Enfin, on est vraiment pas dans une dynamique ultra positive, écologiquement parlant. Donc, il faut que ça avance, quoi. Mais il ne faut pas que ça se stoppe comme ça du jour au lendemain. C'est une super mauvaise idée et ça ne fonctionne pas. Et ici, tu sais, on est collé à l'Espagne. Donc, autant dire que les mecs, quand on leur interdit le glyphosate, c'est ce qu'ils font. Ils prennent la camionnette. Ils vont le Ils vont en chercher là-bas. Espagne, ils vont le chercher en Espagne, ils le rachètent. Ça leur coûte même moins cher que de l'acheter en France. Ouais. Et ils en pulvérisent tout autant. Parce que en fait, on les a pris pour des cons, quoi. Donc évidemment, il faut accompagner cette agriculture industrielle vers la transition, vers les micro-fermes. Parce que là, effectivement, en Europe, ce n'est pas les micro-fermes qui nous nourrissent, mais au niveau mondial, c'est les micro-fermes qui nourrissent le monde. Bon, je n'ai pas tous les chiffres en tête. L'agriculture vivrière prend une énorme place. Oui. Ça, c'est évident, mais ça recule vite. Tu vois, c'est tout le but de notre campagne Semences sans frontières. On expédie des graines gratuitement sur toute la planète, sur les projets ruraux et les projets d'autonomie. En fait, le problème, c'est que tu as beaucoup de pays où les OGM ne sont pas du tout régulés, où en fait, tu as peu de régulation sur les produits, peu de régulation sur l'agriculture. Et moi, j'ai eu marché 4 heures dans des communautés rurales au Guatemala, mais perdu de chez perdu, où tu n'as plus une variété endémique. C'est les OGM qui ont juste bouffé parce qu'il y a un mec qui en a planté en haut de la vallée, et ça a tout colonisé. Et du coup, en 2-3 générations, ils arrivent à perdre toutes leurs ressources. Donc, c'est vrai, aujourd'hui, l'agriculture vivrière, elle a une importance cruciale au niveau de l'alimentation planétaire et il faut qu'elle ait emmené de plus en plus. Mais par contre, dans les pays occidentaux, ce dont on parle aujourd'hui, tu vois, ici en France, l'agriculture vivrière, c'est peanuts. Ça, il faut que ça revienne. Pour moi, le seul modèle agricole qui est tenable, c'est les micro-fermes et c'est les circuits courts, ultra courts. Et là, je te parle pas d'empreinte carbone, je te parle pas de pollution, je te parle pas de tout ça. Je te parle simplement de comment peut vivre un agriculteur ou un paysan, parce que moi je préfère parler de paysans, parce qu'on n'en a plus beaucoup des paysans, mais la polyculture élevage, en fait les fermes ultra diversifiées, c'est vraiment le modèle que je chéris, si tu veux, et je pense que c'est vraiment le bon modèle. La seule manière de faire vivre un paysan avec une ferme en polyculture élevage, c'est la vente directe, ou la vente en circuit court. Mais quand je te parle de circuit court, moi je te parle pas forcément du marché ici, hein. Je te parle éventuellement d'un département ou d'une région. Pour moi, ça reste du circuit court, ça, si tu veux. Là, on consomme tellement à l'autre bout de la planète, si tu veux, que pour moi, là, on est en Occitanie. Si j'arrose avec ma ferme en maraîchage, tu vois, je fais du maraîchage à côté de mon job chez Coopelli. Moi, si je vais en Occitanie, je suis encore en circuit court. Ça paraît un peu tiré par les cheveux, il y en a que ça fera sûrement bondir. Mais en fait, encore une fois, ne soyons pas trop prétentieux. Tu vois, c'est comme l'accompagnement aux agriculteurs. Là, on est là. Dans notre distribution, si déjà on est là, ce sera bien. Quand on sera là, ce sera encore mieux. Mais allons-y par étapes, quoi. Parce qu'en fait, là, les circuits de distrib, ils sont tellement éclatés sur toute la planète, mais en alimentation bio et conventionnelle, hein, mais bio pareil. Hein. Les plateformes de distribio, t'inquiète, qu'ils vont se servir sur absolument toute la planète. Enfin, tu vois, il faut qu'on resserre le cercle des distributions jusqu'à arriver à du micro-local. Et là, les agriculteurs vivront bien parce qu'on peut vendre nos produits au vrai prix, en fait. Là, le problème, c'est que quand un agriculteur vend 1 kilo de blé, ils ne vendent pas 1 kilo de blé. Ils vendent un petit peu de blé et ils vendent du biberonnage européen, surtout. S'il n'y avait pas le biberonnage des subventions européennes, qu'on paye tous les deux, par nos taxes, par tout ça, la baguette, c'est pas ce prix-là qu'elle vaudrait, on est d'accord. Ce serait plus 5-6 euros, j'ai pas le chiffre en tête, mais tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Tu parlais du fait de ne pas être trop prétentieux sur cette transition agricole. On servait tout là, et puis après on passe de là, et après on verra si on peut arriver ici. Tu fais preuve d'une assez grande souplesse, je trouve, par rapport au milieu militant. Est-ce que tu trouves que le perfectionnisme militant est un frein aussi parfois? C'est pire qu'un frein. J'ai un principe dans la vie, c'est qu'à partir du moment où un sujet devient dogmatique, pour moi c'est un problème. C'est contre-productif. Il n'y a pas une réalité. Que ce soit au niveau agricole, au niveau social, au niveau économique, il n'y a pas une réalité. Il y a tout un tas de réalités. Et si tu veux, le perfectionnisme, dans mon idéal, dans ce que j'aimerais, tu vois, voir émerger demain, en fait, ou après-demain, ça reflète complètement ce perfectionnisme écologiste, militant. Parfaitement, je m'y retrouve complètement, si tu veux. Par contre, je suis agriculteur aussi. Et j'ai une réalité de terrain, j'ai une réalité économique, j'ai une réalité de distribution, j'ai toutes ces réalités auxquelles je suis confronté en permanence en tant qu'agriculteur ou en tant que président de Coopelli, qui utilise aussi un circuit de distribution. En fait, tout ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Le gros problème de l'écologie aujourd'hui, c'est que le perfectionnisme militant écologique, généralement, c'est porté par des gens qui sont assez déconnectés des réalités rurales et des réalités agricoles. Aujourd'hui, une grosse partie du mouvement écolo, politisé ou médiatisé, est portée par des citadins ou des néo-citadins. Tu trouveras rarement
un vegan dans une ferme en polyculture élevage? Ça me paraît évident même. Pour bien vulgariser ta pensée. Et pourtant, la polyculture élevage est une des solutions d'avenir si on veut se sortir du modèle agricole sans énergie fossile. Ben oui. Non mais il faut le dire, il faut Faut, l'expliquer. faut le dire, oui, oui, tu as raison, c'est exactement ça. Mais Parce qu'en plus, ça fait partie des vidéos que je veux faire. Parce que cette année, il y a une vidéo sur mon compte Instagram qui a vachement bien marché d'un éleveur qui explique que lui, il élève et il tue lui-même sur place. Et moi, je disais, mais c'est une très belle éthique, tu vois. ouais, je l'ai vu cette vidéo. Et voilà, il y a plein de gens qui le critiquent. Et en fait, j'ai promis aux gens de faire une vidéo sur ma chaîne YouTube en expliquant pourquoi, si on veut faire une agriculture durable, on ne pourra pas se passer de l'élevage, en fait. Évidemment, on peut et on doit se passer de l'élevage industriel, mais on ne pourra pas faire une agriculture vivrière et écologique sans animaux. On ne pourra pas. Non. Donc ça, il faut que je fasse une vidéo longue pour l'expliquer, ça, par contre. Si je peux t'en dire un mot, je vais Vas-y. peut-être apporter un peu d'eau à ton moulin sur le sujet, mais le véganisme fait partie des dogmes que je combats idéologiquement en permanence, parce qu'on sert encore là des intérêts. Aux US, ils sont encore bien plus avancés que nous en fait sur ces sujets de véganisme, et tu as des grands philanthropes comme Soros et tout ça qui financent à fond ces mouvements-là. En fait, ce qui se cache derrière ça, la fin de l'élevage égale la fin de l'agriculture, hein. Honnêtement. Ça, c'est vraiment, il n'y a pas de débat parce qu'on n'arriverait même pas à compenser en fait l'absence d'élevage par des énergies fossiles. Ce serait un fiasco. Donc les territoires se referment, etc. Et encore une fois, ça ne change rien sur l'élevage industriel, c'est une des pires saloperies. Néanmoins, qu'est-ce qui se cache derrière ça? C'est l'agriculture cellulaire. Et ça, il faut en parler parce que personne n'en parle. C'est l'élevage d'insectes pour la protéine parce qu'aux États-Unis, ils viennent de décréter que en fait, manger des insectes, c'était OK pour les véganes. Je lis des trucs comme ça, j'hallucine. Et du coup, dans ce qu'ils appellent la clean meat, qui vendent un peu partout, tu as de la protéine d'insectes. Parce que en fait, les insectes, c'est pas vraiment des animaux, du coup c'est ok. Déjà tu es là, mais enfin, ah bon. Après, ça, c'est l'industrie qui en parle. Ça se trouve, les véganes qui consomment vegan disent bah non, effectivement. Non, les grosses, regarde, renseigne-toi, tu vois, c'est affligeant. Je pense que là, dans les commentaires, il y a plein de véganes qui vont réagir. Ouais. Donc, Et qui mangent réagissez. pas d'insectes. Oui, Voilà, bien mais sûr. justement, commentez. Est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait des protéines d'insectes dans la nourriture végane? Et Pas en ensuite. France, hein, aux États-Unis. Hein. Ah, ok, d'accord. Mais c'est important de Ah le oui, préciser. aux États-Unis. Et donc, du coup, réagissez par rapport à ça. Est-ce que si ça arrivait, pour vous, est-ce que ce serait normal d'en manger ou pas, quoi? Dominique, là, le fondateur de Copelli, il a écrit 2 ou 3 articles sur le sujet, sur les gros bioréacteurs cellulaires où en fait on crée du steak, on crée de la protéine, on crée un steak saignant à base de cellules. Derrière, quand tu pousses au bout, c'est soleil vert, quoi. You will find out why Soylent Green means life. On est en train de modifier complètement la face de l'agriculture en voulant supprimer l'élevage sous prétexte du réchauffement climatique, parce qu'en fait, encore une fois, c'est ça le nœud du truc. Hein. Là, aux États-Unis, ils sont en train de poutrer l'élevage, c'est parce que les vaches elles pètent et que ça fait du CO2 et que du coup, ça augmente le réchauffement climatique. Par ce biais-là, qui est pris quasiment systématiquement, on est en train de défoncer l'agriculture. Et pour en revenir, et là je paraphrase ce que tu dis, il n'y a pas de modèle agricole en micro-ferme ou en polyculture élevage où il n'y a pas de paysannerie sans animaux. Ce n'est pas possible. La matière organique, il faut qu'elle soit transformée, il faut qu'elle vienne de quelque part, il faut maintenir les paysages ouverts. À un moment, si tu n'as pas d'élevage dans une micro-ferme, tu vas importer ta matière organique d'ailleurs, donc tu vas sous-traiter la souffrance animale, si c'est ça ton combat, chez quelqu'un d'autre, et toi tu vas bénéficier en fait simplement de la matière organique, et ton ouverture de territoire, parce que tu vas être obligé de garder ta ferme ouverte, et tu vas la maintenir à grands coups de débroussailleuse, d'épareuse, de tracteurs, de broyeurs, etc. On ne peut pas être sur tous les fronts à un moment. Alors, Tu vois, on ne peut pas dire sans énergie fossile et sans élevage. Ça ne fonctionne pas, quoi. et là, bon, du coup, je spoil un peu la vidéo que je vais vous faire sur le moment où j'ai compris qu'on ne pouvait pas faire de l'agriculture durable et à la fois être vegan. C'est en fait, moi, quand j'ai fait mon BPREA, j'avais un exercice où on m'a demandé de calculer un plan de fumure sur des fraisiers en agriculture bio. Et du coup, je devais calculer les tonnes d'azote à l'hectare que je devais mettre sur mes fraises et trouver les fournisseurs. Et en fait, j'ai commencé à voir que pour mettre de l'azote en bio, ce qui est autorisé, c'est sans sécher, corne broyée, plume séchée. Et clairement, tout ça là, ça vient d'élevage industriel en fait. On fait des légumes, mais en fait, il y a eu de la souffrance animale avant, ça c'est clair et net. Et la seconde chose, est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est important de garder les paysages ouverts? Avant les paysages ouverts, juste sur ce que tu disais là, aujourd'hui en France, mis à part l'exception qui va confirmer la règle, il n'y a pas de légumes véganes. Ça n'existe pas. En fait, tous les maraîchers importent, soit produisent eux-mêmes leur matière organique avec de l'élevage, soit importent en fait de la matière organique. Aujourd'hui, toutes les carottes ont poussé dans du fumier à un moment, ou dans un compost. Et dans le compost, certes, il peut y avoir de la matière organique végétale, mais évidemment, il y a tout le temps quasiment un apport de matière organique animale. Alors, Voilà. oui, non, parce qu'aujourd'hui, ça s'est vachement démocratisé. L'apport massif de broyat, par exemple, comme chez Cagnol. Ah oui, l'apport massif de broyat, là, moi je te parle hors utilisation énergie fossile. Hein. Oui, voilà. Non, mais c'est important de le préciser, tu as raison, Ah oui, effectivement. oui. Hors énergie fossile, effectivement, pour mettre un apport massif de broyat, il faut des tracteurs.
faut des énormes broyeurs, il faut de la matière organique qui a été coupée, si tu veux, et néanmoins, Cagnol, il fait pousser ses plants dans du terreau avec de la matière organique animale dedans, et à aucun moment, Benoît, il dit que sa ferme, elle est exempte d'import de matière animale, me semble-t-il. Hein. On a fait une vidéo chez Ouais. Benoît et il travaille vraiment avec des apports massifs Organique, ouais. de broyat de bois. De Vraiment, broyat de- c'est Ah oui, 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 c'est dans que du broyat de dans bois, ces il met, parcelles, il oui, met oui, pas je de sais bien. fumier. Ouais. Oui, oui, Mais effectivement, voilà, la compensation, c'est le pétrole. Et oui, la compensation, c'est le pétrole. Là, on parle de polyculture élevage. Tout Enfin, à tu vois, enfin, Tout à fait, ouais, ouais. tu as 2 fermes en Angleterre hein, qui arrivent à fonctionner en circuit fermé sans animaux, qui sont vraiment des fermes véganes, 100%. Donc ça marche. C'est ce que je te disais en introduction. Il y a des exceptions qui vont confirmer les règles. Mais aujourd'hui, quand tu es vegan et que tu achètes tes légumes à la Biocoop ou chez ton maraîcher du coin, etc., donc 99,99% des cas, c'est des légumes qui ont poussé dans un apport de matière organique animale. Donc où la souffrance animale était déportée. Et je fais de reproches à aucun maraîcher, il n'y a pas de souci. Ce que je veux dire, c'est que par contre, c'est bien quand les mouvements véganes réalisent que, en fait, non, leurs carottes, elles ne sont pas véganes. C'est pas parce qu'eux ne mangent pas d'animaux que, en fait, c'est pas issu de l'élevage d'une manière ou d'une autre, quoi, par des biais vraiment détournés. Et après, pourquoi est-ce qu'il faut maintenir les paysages ouverts? C'est qu'à un moment, quand tu as une ferme, tu es obligé de garder tes paysages ouverts, en fait, sinon la nature elle a horreur du vide de manière assez normale. Et si tu maintiens pas ton système, tes itinéraires techniques, ton système agricole en place, petit à petit tes prairies, il va y avoir des arbustes. En fait, il va y avoir toutes les strates normales de la forêt qui arrivent dans un futur assez éloigné, mais en fait de tout ce qui se met en place dans la nature pour que la forêt revienne. Et on ne peut pas faire de jardin, jusqu'à preuve du contraire, en forêt. Donc on a besoin de maintenir Sauf des si vous faites une paysages. forêt comestible. Sauf si on fait une forêt comestible, clairement. Hein. Mais, Et mais puis oui, après, on peut faire de l'agroforesterie. Mais par contre, on ne peut pas laisser les paysages se refermer totalement. Donc quand on parle de se refermer, donc de laisser la forêt reprendre en fait le dessus sur des paysages qui sont ouverts dans un contexte de polyculture élevage, d'une petite ferme de 2, 3, 4, 5, 6 hectares. Tu vois, pas de 300 hectares. Quoi. Tes 2, 3, 4, 5, 6 hectares, tu vas être obligé de les maintenir ouverts pour pouvoir continuer tes diverses activités. Et ça, il y a 2 choix. Il y a le pétrole, donc le tracteur, le broyeur, etc. ou les animaux. Et si, parce qu'ici on en a des projets où il y a des fermes avec des animaux mais on ne tue pas les animaux, là c'est l'autre grosse aberration de ces systèmes-là. Si tu as des animaux, ça veut dire que tu joues le rôle du protecteur. Dans un système d'élevage, il faut aussi que tu joues le rôle du prédateur, tu es obligé. Parce qu'un poulailler, il y a 1, 2, 3 coqs, mais il n'y a pas une kyrielle de coqs. Sinon tu vas avoir des gros problèmes sanitaires. Tu es obligé de tuer les mâles à un moment parce que dans la nature, il y aurait eu un prédateur. En fait, le coq serait venu défendre ses poules contre un renard qui aura fini par le bouffer. Et en fait, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, on ne peut pas à la fois jouer le rôle du protecteur des animaux pour garder les paysages ouverts en refusant de tuer les mâles, en fait, qui vont partir en viande. Mais tout ça peut se faire, en fait, avec beaucoup de respect. Non, mais c'est vrai, l'élevage peut se faire dans le respect. En fait, on n'est pas obligé d'adhérer à un système d'abattoir complètement dégueulasse où il y a une souffrance animale terrible, où les animaux font 500 bornes dans un camion surchauffé avec pas un gramme d'eau. Et enfin, tu vois, tout ça, c'est à gerber, c'est à gerber. C'est absolument pas ça que je cautionne, on est d'accord. Hein. là, sans te rendre compte, Ananda, tu viens quasiment de spoiler l'entièreté de la vidéo que je voulais faire à ce sujet. Ah, je suis désolé. Une Sur vidéo ce de moins, sujet- une vidéo de moins. Merci Ananda. Bon, pour recentrer un petit peu cette vidéo, parce que là on est chez Cocopelli, une fois de plus, je le rappelle si vous n'avez pas compris, et on fête les 25 ans de Cocopelli. Qu'est-ce qui s'est passé en 25 ans? Il y a eu des victoires quand même, il y a eu des belles victoires en 25 ans. Ouais, en 25 ans, il y a eu des belles victoires de Cocopelli, clairement. Il y a eu quelques défaites aussi. Hein. En juin 2020, on a fait évoluer le cadre législatif. Donc Cocopelli et d'autres associations, on s'est groupés. Ça, c'était beaucoup porté par notre avocate, donc l'avocate historique de Cocopelli. Enfin, pas beaucoup, en fait, c'est elle qui a porté le truc. C'est une des meilleures juristes sur le sujet semences en Europe. Et après 6 ans de bataille juridique, politique, avec plein de rebondissements, des retoquements du Conseil constitutionnel, etc., on a réussi à faire intégrer dans la loi Egalim 2 l'autorisation de commercialiser des semences libres et reproductibles, donc non inscrites au catalogue européen, à des utilisateurs finaux non professionnels, donc aux jardiniers amateurs, aux collectivités. C'est une petite victoire, parce que les pros n'ont toujours pas le droit. Ah mais c'est ce que je veux dire, c'est-à-dire que moi, Oui. j'ai pas le droit de faire pousser du Cocopelli et de le vendre. Si, toi, tu as le droit, mais nous, on n'a pas le droit de t'en vendre. Et toi, tu as le droit d'en acheter. C'est vrai? Ouais. C'est quoi ce délire? C'est-à-dire que toi, tu ne vas pas être contrôlé en fait sur tes appros, mais nous, on est contrôlé sur nos ventes. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de vendre à des utilisateurs professionnels. Mais par contre, le cadre législatif, tu comprends, il s'applique qu'à la commercialisation de semences et de plants. Par contre, toi, demain, en tant que pro, si tu vends des plants à d'autres maraîchers issus de semences non inscrites, là, tu es dans l'illégalité. Alors- Si demain, Ouais. tu vends des plants à des jardiniers amateurs à partir de nos graines, là c'est OK. Eh bien ça tombe bien car c'est ce que je compte faire. Et du coup, ça c'est une victoire, clairement. C'est une petite victoire, mais c'est une victoire. C'est pas une petite victoire. Je sais pas si les gens se rendent compte
que jusqu'à 2020, on n'avait pas le droit de reproduire les semences libres et de les planter, quoi. On n'avait même plus le droit de les planter puisqu'on n'a pas le droit de les reproduire Si, à titre amateur, on avait le droit. à titre amateur. C'est à titre professionnel qu'on n'avait pas le droit. Et alors justement, la question c'est pourquoi on n'avait pas le droit? Pourquoi on n'avait pas le droit? On repart pour une demi-heure de discussion, là. T'es conscient? Pourquoi on n'avait pas le droit? Il faut vraiment comprendre, si tu veux, que la semence, pour les agro-industriels, c'est le levier économique. C'est pas ce qui fait le gros de leur chiffre d'affaires. Ce qui fait le gros de leur chiffre d'affaires, c'est les produits chimiques. Et tu le sais, en fait, les agro-industriels d'aujourd'hui sont les armateurs d'hier. Bayer, IG Farben, BASF et tout ça. Tout ça, c'est des industries issues de la guerre. Donc du Zyklon B, des gaz de combat, de l'ammoniac de synthèse pour les bombes, etc. Qui ont été recyclés en industriels de l'agriculture pour recycler en fait tout simplement ces énormes industries en place pour la guerre. À aucun moment, ces industriels n'ont intérêt à ce que les variétés soient résistantes, soient productives, s'adaptent aux conditions pédoclimatiques dans lesquelles elles vont évoluer et croître, parce que c'est un non-sens économique. Pour qui veut vendre du produit chimique, il faut vendre des variétés qui soient faibles, en fait, et qui aient besoin de ces produits chimiques, vu que c'est là qu'ils font le gros de leur chiffre d'affaires. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'avait pas le droit d'en commercialiser la semence et d'en commercialiser les plants? C'est parce que l'agro-industrie s'est débrouillée pour verrouiller juridiquement la distribution des ressources génétiques et pour maîtriser les variétés qui sont disponibles pour les jardiniers, les maraîchers et les agriculteurs, mais surtout pour les maraîchers et les agriculteurs, si tu veux. Parce que les jardiniers amateurs, encore une fois, là on ne parle pas du contexte planétaire, mais plutôt d'un contexte occidental. L'agriculture vivrière ne prend pas énormément de place. Donc ce qui a du poids vraiment, à la fois en termes de chiffre d'affaires et à la fois en termes de contrôle des populations, c'est l'agriculture. Donc on verrouille le système de génétique et on choisit ce qui est disponible pour les agriculteurs. Évidemment, ce qui est disponible va aller avec le package technologique qui va avec. Donc le package de mécanisation et le package de fertilisation et de biocide, quoi, de tout ce qui est biocide. D'ailleurs, c'est dans le nom, hein, biocide. Ça tue la vie, quoi, hein. Et du coup, ils ont créé un catalogue. Alors avant, c'était le catalogue du GNIS en France. Donc c'était vraiment géré au niveau national. Et maintenant, c'est devenu un catalogue européen. Et donc pour commercialiser des semences dans ces catalogues, il fallait inscrire ces variétés au catalogue. Et pour inscrire ces variétés au catalogue, il fallait pouvoir prouver la DHS, donc la distinction, l'homogénéité et la stabilité génétique. Donc autant dire qu'il n'y a que les variétés ultramodernes, les F1 et les OGM qui pouvaient rentrer dans les critères d'acceptabilité des variétés dans ce catalogue national puis européen. C'est comme ça qu'on a perdu 70% de la biodiversité cultivée en moins de 70 ou 80 ans. Et du coup, c'est contre ça qu'on a lutté. Quand je dis que c'est une petite victoire, tu as raison de souligner, c'est quand même une belle victoire. Mais en fait, je me répète, au niveau professionnel, pour l'instant, ça n'a pas vraiment bougé, si tu veux. Donc en tant que professionnel, tu peux reproduire tes graines, tu peux les réutiliser, tu peux reprendre une partie de ta récolte pour la ressemer, etc. Mais Que pendant 2 ans. Hein. Moi, quand j'étais au Opéra, c'est ce qu'on m'a dit. non, mais ils mentent comme ils respirent. À partir du moment où tu n'as pas de COV, où tu n'as pas de certificat d'obtention végétale, où tu n'as pas de brevet, où c'est pas une variété protégée d'une quelconque manière, ou que tu n'as pas de verrou botanique, comme un hybride F1 qui ne va pas se reproduire conformément aux premières générations, il n'y a rien, absolument rien qui t'interdit de reproduire ta semence. Par contre, là où tu vas être emmerdé, tu as le cadre législatif européen et tu as ce que tes cahiers des charges, en fait, comme EcoCert, ou tes cahiers des charges t'imposent. Voilà. Et parfois joue aussi le rôle de la répression, si tu veux, à te demander tes factures d'approvisionnement, machin. Mais attends, mais ça, sur ma ferme, ça fait des années qu'on fait ça. Et le mec, quand il me dit, moi je veux voir les factures d'approvisionnement en semences, je lui dis, c'est facile, on les a produits sur la ferme, donc il n'y a pas de facture. C'est de l'autoproduction. Donc clairement, il gueule. Il dit, ah ouais, non, mais nous, on veut avoir la preuve que c'est bio, machin. Au bout d'un moment, en fait, ils ne peuvent pas t'obliger tes sources d'approvisionnement. Ça, c'est de l'abus de pouvoir de ton certificateur. Tu dis que c'est de l'autoproduction, mais alors qui dit pas qu'une ferme peut dire ça et qu'elle achète en fait des graines F1 conventionnelles? Et qui te dit que tu montes pas ta facture à ton contrôleur bio de semences, déjà F1 on s'en fout parce que les F1 sont plus qu'autorisés en bio. En bio, oui. Qui te dit en fait que tu montes pas une facture de semences bio et que tu n'as pas semé des graines conventionnelles? Ils vont pas faire des analyses dans ton champ. Donc à un moment en fait ce jeu-là il est infini. Si tu es fermier aujourd'hui, tu vois comment se passe un contrôle bio. Je veux dire, moi j'ai des mecs, et je critique personne, mais qui viennent en petits souliers. À quel moment les mecs ils vont prendre les bottes pour aller voir au fin fond du hangar ce que j'ai au fin fond de la ferme à 1,5 km? Jamais de la vie, hein. Je pourrais avoir des hectolitres de Roundup là-bas dedans que personne n'irait jamais voir. Donc si tu veux, tout ça c'est bien beau. La bio est en train de devenir une usine administrative où en fait les contrôleurs, les certificateurs ne sont intéressés plus que par la facturation.
En fait, on a des contrôles on dérive là, hein, mais des contrôles de facturation, on veut voir les appros, on veut voir est-ce que le compost vous l'avez bien acheté en bio, est-ce que machin, ouais, bah, j'ai un tas de compost en vrac, oui, effectivement, je l'ai acheté en bio, mais j'ai envie de te dire, je peux te montrer la facture, et si ça se trouve, mon tas de fumier, il vient de l'éleveur d'à côté qui est en strict conventionnel, tu vois. Je veux dire, à aucun moment, ils font une analyse, à aucun moment, quoi. Donc tout ça repose quand même un minimum sur de la confiance. Pour la Toi, semence, t'es maraîcher certifié bio. bien sûr, ouais. Ok, Oui, oui, par EcoCert. ok. Moi, je suis maraîcher, producteur de semences, producteur de plantes médicinales, producteur de jus de pomme et de CBD bio. Ça en fait des casquettes. Oui, ça en fait des casquettes. Et tout ça certifié. Je connais bien le sujet, si tu veux. Ok. Et à aucun moment, on C'est peut... peut-être parce que moi je suis juste un jeune newbie dans ce domaine et du coup j'ai un peu peur de tout le monde, tu vois. Vous avez l'habitude avec Cocopelli, vous faites la guérilla depuis des années. Et toi t'as même grandi là-dedans parce que Cocopelli c'est même ton papa qui l'avait créé, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est mon père qui l'a créé il y a plus de 25 ans, mais il y avait même Terre de Semences avant, les jardins botaniques de la mode, donc c'est une aventure qui a plus de 40 ans maintenant. Toi t'as grandi dans le militantisme en fait. Moi, j'ai grandi dans le militantisme, et clairement, je me laisse pas marcher sur les pieds, ni par un contrôleur, ni par qui que ce soit. Je connais très bien en fait ces sujets-là, et il y a de l'abus de pouvoir en permanence. En permanence. Et en fait, la reproduction de semences, encore une fois, le cadre législatif s'applique sur la vente de semences et de plants, pas sur l'approvisionnement. D'accord. L'approvisionnement, pour être certifié bio, la seule règle, c'est qu'il soit bio. C'est tout. Ta ferme, elle est en bio, t'autoproduis tes semences, elles sont bio. Du coup là c'est une très bonne nouvelle que tu me donnes parce que moi ce que je souhaitais faire, c'était justement comme je veux faire de la production de plants maraîchers pour les particuliers, je voulais justement reproduire mes semences pour les avoir les plus acclimatées possibles à mes conditions pédoclimatiques. Et on m'avait dit oui mais tu vas pouvoir le faire que d'une année sur l'autre et au bout de 2 ans il va falloir que tu rachètes des semences pour le truc. C'est faux en fait. Je peux complètement faire mes variétés spécifiques les jardins de l'océan. Ça fait 6 ans que je fais ça sur la ferme de Cotilédon, et voilà, en fait. Et j'ai envie de te dire, si ton certificateur te fait chier, tu sais quoi? Change de certificateur. Tu restes client chez lui. C'est toi le client, c'est toi qui paye pour avoir la certification. Lui, son job, c'est de vérifier que tu n'aies pas d'intrants non autorisés, que tes sols ne soient pas pollués, que tu aies fait ta conversion si c'était des sols en conventionnel et que tes approvisionnements soient bio. S'il n'est pas content sur ton appro de semences, change de certificateur. Tu vas chez Veritas, tu vas chez EcoCert, tu vas chez Qualité France, tu changes. Il faut rétablir ces équilibres en fait, de pouvoir dans ces organismes-là, parce que sinon, les mecs t'imposent des trucs comme ça, sortis du chapeau. Ah bon, tous les 2 ans, il faut changer de semence. Pourquoi? Parce qu'elle va se dégénérer. C'est ça, Mais- c'est ce qu'ils disent. Et du coup, moi, en fait, en tant que producteur de semences, comment je fais? C'est quoi cette histoire? À quel moment elle dégénère la graine? Non, Moi, mais c'est plus l'hybridation. Leur truc, c'est plutôt de dire oui, mais non, vous mais allez alors dire que ça- vous vendez telle tomate alors que c'est plus cette tomate-là que vous mais vendez. alors ça, le certificateur n'a rien à voir là-dedans, ça c'est la répression des fraudes. Ça veut dire que si tu commercialises un produit étiqueté d'une manière, tu vends une tomate rouge en graine ou en plant, et c'est une tomate verte qui sort, le certificateur n'a rien à dire là-dessus. C'est les fraudes qui ont à dire quelque chose là-dessus parce qu'il y a tromperie sur la marchandise, que ce soit bio ou pas bio, on s'en tamponne, il y a tromperie. Donc ce sujet-là, c'est les fraudes. Quand Cocopelli est contrôlé en fait sur le taux de germination, sur la conformité des variétés par rapport à ce qui est marqué sur l'étiquette, etc., c'est pas le certificateur bio, c'est les fraudes qui nous contrôlent. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que ton hybridation, si tu refais toi-même tes propres graines, et là ça n'a rien à voir avec la bio, tu vas bien être obligé de la contrôler, ton hybridation. Sinon, c'est pas le contrôleur bio qui va te faire chier, c'est tes clients qui vont te dire hey, tu t'es foutu de ma gueule, là tu m'as vendu une tomate rouge, elle est bleue. Donc il y a un problème. Donc de toute manière, si c'est ça ton projet, tu vas être obligé de respecter certaines règles d'isolement pour pas que tes variétés elles s'hybrident, ou alors tu les vendras comme des mélanges, parce que les gens adorent ça d'ailleurs, les variétés hybridées. Mais si tu veux respecter en fait, avoir une conformité entre ton produit et ce que tu vends réellement, bah, tu vas être obligé de jouer au jeu de la multiplication de semences. Et dans ces cas-là, pourquoi 2 ans et pas 3 et pas 10 et pas 20? Il n'y a aucune raison. Parce que si tu as une hybridation, C'est dès la première c'est année. dès la première année en fait que tu vas avoir le problème. Donc c'est quoi ces trucs des 2 ans? Ils sortent ça du chapeau quoi. Tu mets 2 laitues collées les unes aux autres la deuxième année, tu as un hybride, hein, enfin, j'ai envie de te dire. Et c'est très bien. Mais en fait, 2 ans, ça rime absolument à rien. Ok. En début de vidéo, on avait promis une visite de Cocopelli aux gens. On va y aller, on va y aller, on va y aller. Mais juste avant ça, on a un petit peu divagué sur le maraîchage. Les grandes victoires du Cocopelli, l'histoire des 25 ans. Enfin, notre principale victoire, c'est d'exister, si tu veux, parce que jusqu'en juin 2020, on fonctionnait dans l'illégalité la plus totale. Donc, toutes nos variétés étaient illégales. Donc procès, contrôle de la répression des fraudes en permanence, les RG, etc., activités illégales, quoi. Donc déjà, rien que ça, c'est une première victoire. Il faut savoir que Cocopelli, c'est une association loi 1901. Donc, quand on fait des bénéfices, ils sont réinjectés dans l'association, tu connais le principe. Néanmoins, on a 0 subvention de fonctionnement. 0 subvention, on n'est jamais subventionné. Donc, on a un modèle économique d'entreprise qui fait fonctionner une association. Donc, notre premier acte de militantisme, c'est de militer par le marché.
on commercialise depuis 20 ans des variétés illégales avec un site internet, un catalogue, un compte en banque, etc. Tout comme une entreprise. On paye des impôts sur les sociétés, on paye l'URSSAF, on récupère la TVA et on la redistribue, etc. Comme une entreprise. Donc rien que ça, c'est une énorme victoire si tu veux. Parce qu'il y en a qui vont nous traiter de capitalistes verts, machin, machin. Moi, je m'en fous complètement. On est super fiers de ce modèle économique parce que ça me permet de te parler comme je te parle aujourd'hui. On n'a aucun sujet sur lesquels on ne peut pas aller. On peut se positionner sur tous les sujets dont on a envie de se positionner au niveau politique, au niveau militant, parce qu'on n'est pas entravé, pieds et mains liés par des mécènes ou des subventions publiques qui vont nous dire « Ah bah non, ça vous ne pouvez pas dire, sinon on coupe le robinet ». Donc ça, c'est la première grande victoire de Cocopelli, c'est d'exister. Je t'assure de croire qu'en 25 ans, des pressions, des menaces, des diffamations en veux-tu, en voilà, personnelles, collectives, sur le côté entreprise de l'association, etc. On en a vu, mais des quantités. Donc ça, c'est la première victoire. Et après, il y a des victoires qui sont aussi des victoires de communication. C'est-à-dire qu'on a réussi à mettre sur le devant de la scène un sujet que l'agro-industrie mettait sous une chape de plomb, tu sais, bien consciencieusement pour que surtout on nous en parle jamais. Tu vois, au BPREA, je sais pas quand tu l'as fait parce que ça a un peu évolué, mais il y a 15 ans, le BPREA, t'entendais pas parler de semences, t'entendais pas parler de sol. Tu sais, les deux sujets les plus importants pour l'agriculture, on n'en entendait pas parler, tu vois. Alors, La je te semence, rassure, maintenant on en parle. ah ben voilà, l'agro-industrie a quand même bien mis un rideau de fumée sur ce sujet, donc ça c'est clairement une victoire. Et après, une grande victoire aussi, c'est les changements de pratiques, où on a de plus en plus de jardiniers amateurs déjà qui se disent, waouh, enfin en fait, la diversité, il faut vraiment se rendre compte, il y a 30 ans, il y a 25 ans, cette diversité n'était pas disponible pour les jardiniers. Elle n'existait pas. Tu pouvais aller au Gamme Vert du coin ou au Jardiland avec 10 variétés de tomates. Tu sais, sur les premières foires qu'on faisait, il y a 20 ans, les gens nous demandaient si on piquait nos tomates, tu sais comme on fait avec les orchidées. Les orchidées, pour qu'elles soient bleues, là, tu leur injectes un colorant dans la sève et c'est ça qui fait que tu as des orchidées bleues et c'est pour ça que les fleurs suivantes sont blanches. Parce qu'en fait, ils te vendent des orchidées bleues, mais elles sont blanches. Ouais. D'accord. Et ouais, ça c'est une technique, t'injectes des pigments. Et Ah, donc les gens pensaient que vous faisiez ça dans les tomates pour les rendre vertes ou jaunes. ouais, les gens pensaient qu'on faisait ça dans les tomates, qu'on peignait nos tomates à coups de pigment, donc pour te dire d'où on vient en fait. Et ça, c'est pas vieux, c'est il y a 25 ans. Donc ça, c'est clairement une victoire parce que maintenant, de la tomate verte, tu vois, la Green Zebra, t'en trouves au Carouf du coin, de la Green Zebra. Donc je cautionne pas, hein. Mais néanmoins, en fait, on a quand même des jardiniers qui ont accès à une biodiversité cultivée complètement incroyable en quelques décennies. Et c'est pas que Cocopelli, mais Cocopelli, c'est la seule structure qui a fait le choix de se mettre en désobéissance civile, qui a refusé de prendre sa carte au GNIS, au Groupement National Interprofessionnel des Semenciers, qui a refusé toutes les législations autour de la semence, qui a accepté du coup de se mettre en désobéissance civile, d'assumer les procès, etc., etc. On est fer de lance, en tout cas médiatiquement, de ce combat pour la biodiversité cultivée. Ça, c'est une énorme victoire. Tout ça dans des conditions de travail qu'on va voir. On va aller visiter là, le bâtiment. On est dans un bâtiment en bois, en éco-construction, en paille, en terre, en bois, dans un cadre entouré de forêts complètement incroyable. Donc tout ça, c'est des énormes victoires pour moi. C'est clair. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit peu de promo pour le film de mes copains John et Alexandre, Déclic de conscience. Déclic de conscience, tu l'as vu? Ouais, bien sûr. Ouais. C'est un super film. Moi, je suis en contact avec Jonathan Attias tout le temps. Là, Qu'on embrasse. qu'on embrasse, Jonathan. Ils ont vraiment fait avancer la cause. Ouais. Ils ont vraiment fait avancer la cause et ils ont fait partie aussi des assos qui ont lutté avec nous pour faire évoluer le cadre législatif en juin 2020. Et oui, déclic de conscience. Alors bon, je suis toujours hyper mitigé sur les pétitions et sur tous ces mouvements-là qui généralement font plus ou moins des flops au niveau juridique, mais par contre participent plus généralement grandement à démocratiser un sujet. Et là, c'est clair que le film Déclic de conscience était vachement bien pour ça. Et puis tout le bruit qu'ils ont fait tous les deux autour de ce sujet-là, ils sont allés vraiment, ils ont fait le travail d'aller faire du lobbying à l'Assemblée, d'aller choper des députés et tout ça, tu vois, pour aller essayer de booster dans le bon sens. Donc oui, clairement, je leur tire un grand bravo pour ce travail. Pour ceux qui l'ont pas vu, il faut le regarder ce film. Ouais. Donc les amis, si vous aussi vous voulez faire partie du grand banditisme de la jardinerie, je vous rappelle que le lien pour commander vos graines chez Cocopelli est dans la description. Allez-y, les yeux fermés. Et tout de suite, justement, on va aller voir un petit peu comment ça se met en place chez Cocopelli, toutes ces graines, avant que ce soit envoyé chez vous, quoi. Ouais, c'est parti. Allez, on y va. Allez, on y va. Comme promis les amis, on enchaîne cette vidéo avec une petite visite de chez Cocopelli. Et en plus, aujourd'hui, ça a la particularité, cette visite, d'être accompagnée, parce qu'à la base, il devait y avoir une visite qui était prévue avec les gens qui venaient avant le spectacle. Et donc là, les gens, ils sont avec nous. A priori, on a leur autorisation pour vous filmer, ça va? Ça va, on est bon. Donc on vous laisse avec Ananda qui va faire sa visite comme si on n'était pas là, quoi. Sauf qu'on est là. Sauf que vous êtes là. Yes. En fait, on va pas commencer ici, on va revenir ici. Donc là, on est dans la boutique de Cocopelli. On est là où on a entre 2000 et 2500 variétés de semences libres et reproductives. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le chemin de la graine. Et du coup, on va commencer plutôt derrière, là où on reçoit en fait nos récoltes des producteurs. Alors là, j'ai tout de suite une première question, c'est-à-dire que là,
En stock, tu as 2700 graines? Non, parce que en fait, on est en fin de saison et du coup, là, on n'a pas en stock toute la collection. C'est pour ça qu'on voit des boîtes vides quand même un peu partout. Pour nous, la saison, c'est vraiment la saison avant qu'on sème au potager. Ok. Donc là, au final, les jardiniers ont déjà fait leurs commandes, donc les stocks sont assez vides. Si tu viens en fait au mois de novembre, décembre, là, tout est vraiment plein parce qu'on a reçu les graines des producteurs. En fait, on est en fin de journée, du coup, on voit pas grand monde travailler, mais ici, vous avez l'ensachage, mais on va y revenir après. Normalement, c'est un peu plus animé que ça, quoi. You. Là, on est dans le stock vrac. Donc nos producteurs, ils vont produire nos graines, ils vont les renvoyer, enfin ils vont les livrer même à Cocopelli, ils vont aller les trier dans l'autre local qu'on a à Sabarat, là, quelques kilomètres d'ici. Donc ils vont faire tous les process de tri et ensuite ils vont nous livrer les graines. Et nous, on va stocker ici dans une pièce à température et hygrométrie contrôlée. Par exemple, là, on a un haricot. Alors on a une cinquantaine de producteurs en France. Bon là, il se trouve que le bidon que j'ai pris, c'est une graine qui a été produite en Suisse, le haricot talisman. Et donc vraiment ici, on a le stock qui est en vrac. Donc tu as en sachet tout à l'heure, hein, Nicolas. En fait, quand on en sache, on vient chercher les graines ici. La particularité de Cocopelli, c'est que on est une association, on a beaucoup d'actions militantes, on est sur le terrain juridique, politique, etc. Mais par contre, en interne, on est vraiment organisé comme une entreprise et comme une entreprise assez moderne en fait. Et c'est pour ça qu'on a des codes barres, des QR codes, etc. On a vraiment une traçabilité de bout en bout du champ du producteur jusqu'à chez le jardinier amateur. On peut contrôler la germination, la qualité, etc. Donc chaque lot en fait a un numéro unique qui nous permet de faire toute cette traçabilité. Là par exemple, ici j'avais quoi? Ça c'est rigolo comme semence. Alors vous avez tous vu des graines de pastèque déjà. Ça c'est une graine de pastèque, la pastèque à bijoux. C'est pas tant, hein? C'est très très joli. Alors ça s'appelle la pastèque à bijoux parce que les graines sont vraiment super belles, on peut en faire des colliers, enfin pour les enfants c'est top. Et ça, elle était quasiment pas trouvable en France et il y a 2 ans, j'ai trouvé quelques graines que j'ai reproduit sur ma ferme à Maury là-bas et depuis on la commercialise à Cocopelli. Donc moi je suis producteur aussi de semences à côté. Les graines sont jolies, mais l'autre question qui est importante, c'est Est-ce que est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est bonne la pastèque? Ouais, elle est bonne. Pour avoir goûté beaucoup de variétés, c'est clairement pas la meilleure. Mais elle est toujours 10 fois meilleure qu'une pastèque du supermarché, sûr. Elle a la même forme que les autres, elle est pareille. Ouais, c'est une pastèque ronde, un peu striée, donc de l'extérieur, on peut pas se douter de ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Et de toute manière, en fait, si tu veux, quand les graines, quand on les extrait, elles sont noires lisses, et c'est en fait au séchage, la protection de l'amande, elle se rétracte beaucoup. Et du coup, ça fait ces espèces de ciselages sur la graine là qui sont super jolis. Quels sont votre pourcentage de graines françaises par rapport à l'étranger? Alors, on a 97% des variétés produites en France. Et pour ce qui n'est pas produit en France, c'est pas produit à l'autre bout du monde, hein. C'est Suisse, Italie, Allemagne et Belgique. Et on avait un producteur en Espagne jusqu'à cette année, mais avec les énormes sécheresses, là, il a décidé de laisser tomber l'Espagne et il vient de déménager en Creuse. Donc pour l'instant, il ne produit pas cette année, mais il va se remettre à produire pour Cocopelli, mais depuis la Creuse et plus depuis l'Espagne. Donc c'était notre seul producteur en Espagne et c'était une petite ferme, hein, c'est pas du tout des gros producteurs. Donc en fait, le modèle de production de Cocopelli, il va de la micro-ferme à des exploitations qui sont un peu plus importantes sur une dizaine d'hectares, voire une quinzaine d'hectares. Mais sinon, on est globalement sur des micro-fermes. Voilà, donc ça c'est pour la partie vrac. Bon, alors ici c'est le stock, ça sert un peu à tout. Là on est juste en sortie de saison de plants. Donc quand on expédiait des plants, les plants étaient expédiés à partir d'ici. Là ça sert de zone tampon. Là par exemple on est en train de démonter un camion. Donc on a des camions qui font le tour de France, qui vont sur les foires, les salons et tout ça. Donc là c'est pareil, on est en fin de saison, donc on récupère les camions et les personnes qui vont sur les foires et salons démontent le stock. On retrie tous les sachets, on revérifie toutes les durées de germination, voir si on est toujours conforme sur la qualité et on les remet dans le circuit une fois qu'on a fait tous les checks qualité. Et si on a un doute, ça va passer au congèle, on va refaire un test de germination derrière, voir si on est bien toujours conforme à nos exigences. Il faut savoir, mais on va le voir juste à côté, que chez Cocopelli, pour la germination des semences, qui est le critère de qualité quasiment principal, en tout cas pour ce qui est de la semence, pas forcément du légume qui va apparaître derrière, il y a des normes européennes qu'on doit respecter en fonction des espèces. Et donc nous, on a un logiciel interne qui nous impose des normes qui sont de 10 à 15 à 20% plus élevées que les normes européennes. Donc tant que nos lots n'atteignent pas ce pourcentage de germination, ce ne sera jamais commercialisé. Et comment on arrive à savoir ça? Ben viens, on va aller voir. La question qui tombe quand même à point nommé, si je peux me permettre. Donc ici,
En fait, on a différents modèles de tests de germination. Donc à chaque fois, c'est la même chose. On a 100 graines dans une éprouvette. On a différents itinéraires techniques, entre guillemets, et on va aller mettre les graines dans les meilleures conditions pour germer en fonction de l'espèce. Donc il y en a, c'est au froid, il y en a, c'est au chaud, il y en a, c'est au noir, il y en a, c'est à la lumière, il y en a qu'il faut scarifier pour aider à casser un peu la pellicule autour de l'amande. Enfin voilà, il y a tout un tas de techniques. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça germe. Quelle que soit la méthode qu'on utilise, il faut que ça germe. Et ensuite, on va conseiller les jardiniers pour arriver au même résultat que chez GoPay. Donc c'est assez facile, on prend 100 graines, on les met dans une éprouvette et on compte le nombre de graines qui a germé et ça fait un pourcentage. Tout C'est simplement. aussi simple que ça. Et donc chaque lot va être testé au minimum une fois tous les 8 mois. Au minimum parce que des fois, si on a un doute, s'il y a eu un aléa de stockage, quoi que ce soit, ça repasse systématiquement en test de germination. Et ce qui est assez unique chez Coopelli, c'est qu'on a un outil de traçabilité sur notre site internet. Donc sur notre site internet, vous pouvez, quand vous achetez un sachet, vous avez un numéro de lot, vous pouvez rentrer le numéro de lot et vous avez toute la traçabilité dessus. C'est-à-dire que vous savez chez qui ça a été produit, l'année où ça a été produit, le test de germination et tous les process qualité. Ça, on est les seuls à faire ça, même les grosses boîtes comme Vilmorin ne le font pas, quoi. Donc normalement, en termes de qualité, on est vraiment au top. En tout cas, en termes de germination des semences. Et après, tous les tests qualité qui vont sur la variété, c'est des tests qui se font en champ chez le producteur, et des tests qui vont être plus longs. Et vu qu'on gère des milliers de variétés, ça arrive des fois que la variété, elle bouge un peu. Et donc, on va la rectifier chez le producteur. Là, tu vois, tu as le tableau. Donc là, par exemple, pour le navet, taux de germination de la directive 2255 CE de l'Europe à 80%. Et nous, notre logiciel, il dit 90%. Le piment, 65 à l'Europe, chez Coopelli, 80. Le melon, 75, chez Coopelli, 85, etc. etc. C'est fou ça, c'est-à-dire que pour l'Europe, un taux de germination convenable sur du piment, c'est seulement 65%. Ouais, si tu regardes la carotte, peut-être qu'elle y est, c'est pareil, 65%. Et là, attention, on parle que de ce qui est cadré par l'Europe. Il y a plein de choses qui ne sont pas cadrées par l'Europe. Tu as plein de fleurs, il y a plein de médicinales, il y a plein de trucs qui ne sont absolument pas cadrés par l'Europe. Nous, on s'impose des pourcentages de germination qu'on juge acceptables. Et en fait, si tu prends un sachet Coopelli, on a deux informations sur le sachet. On a l'information au dos du sachet du taux précis de germination. Donc taux de germination 73% le 11 octobre 2023. Et devant, ce qu'on va mettre, c'est avec ce sachet, on peut faire 160 plants. Donc en fonction du taux de germination, on affiche à nos clients combien ils vont pouvoir faire de plants avec les graines qu'il y a dans le sachet. Justement, plutôt que de mettre un nombre de graines, alors il y a aussi le nombre de graines, mais plutôt que de mettre un nombre de graines précis, on met plutôt le résultat qu'on va avoir en fonction du taux de germination. Ça c'est pareil, on est les seuls à le faire. Justement pour ne pas générer de la déception. Parce qu'en effet, ça paraît dingue que l'Europe impose 65% de taux de germination. En tant que consommateur, on achète 30 graines, on veut qu'il y en ait 30 qui germent. Avec quasiment n'importe quel autre produit, ça fonctionnerait comme ça. Si on achète 30 stylos, on a 30 stylos qui marchent. On est d'accord. On compose avec du vivant, donc évidemment, ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Et sur le sachet, évidemment, on a la provenance. Là, ça a été produit en Gironde. Et pareil, on a un petit QR code qu'on peut scanner et ça nous envoie direct sur la page de traçabilité de Coopelli avec toutes les informations de qualité, de germination, le lieu de production, une histoire sur le producteur qui a produit. Donc, on a une présentation de la ferme avec la photo de la productrice ou du producteur, en plus de tous les conseils de culture. Voilà. Et du coup, tant qu'on est ici, donc ici, on a une partie de l'ensachage. Alors là, il n'y a personne parce que c'est la fin de journée. Et donc, normalement, on a des personnes ici qui ensachent. En fait, c'est pareil. On a des dizaines d'espèces différentes avec des dizaines de formes de graines différentes et des dizaines de types de conditionnements différents. Alors, des fois, on conditionne au nombre de graines, des fois, on conditionne au volume, des fois, on conditionne au poids. Et du coup, tout ça demande des techniques d'ensachage qui sont bien spécifiques en fonction de l'espèce. Donc, on a de l'ensachage manuel, par exemple avec les cuillères. Donc une cuillère, une cuillère, une cuillère. On a ici des compteuses, donc ça c'est un ensachage semi-automatique. C'est un œil optique qu'on a à l'intérieur. Et donc on va placer le sachet, la machine va vibrer jusqu'à ce qu'il y ait le bon nombre de graines. Et après, à Sabarad, dans l'autre bâtiment, là on a 3 ensacheuses automatiques, où c'est vraiment des machines qui ont été construites autour de notre sachet, qui sont vraiment spécialisées pour notre sachet, où là on va faire des beaucoup plus grandes séries. On va aller ensacher 5000 sachets d'un coup par exemple. Avec la campagne Cultivons-nous, on donne des dizaines, voire des fois centaines de milliers de sachets gratuitement chaque année d'une plante médicinale choisie pour ses vertus thérapeutiques. Là, on doit sortir 100 000 sachets. Ça, c'est automatisé à la machine, évidemment. En plus, c'est quelque chose qu'on donne, donc il faut que ça aille vite parce que, évidemment, un sachet à la machine, ça coûte moins cher qu'un sachet à la main. Mais après, ça coûte moins cher
si c'est des grandes séries. Vu qu'on a beaucoup de diversité, on fait aussi beaucoup de petites séries. Quand on ensâche 150 sachets, bah là, on reste à la main. Ça fait aucun sens de mettre en branle la machine pour 150 sachets. Ici, c'est le siège social. Ici, c'est le siège social, absolument. Et ensuite, vous avez combien? 20, 30, 40 magasins en France ou... Le seul magasin qu'on a en eau propre, c'est la boutique qui est ici au Mas d'Asile. Et après, on a des points de vente. C'est des biocoop ou des jardineries, Ah ouais. voilà, qui distribuent nos graines. Donc des distributeurs, on en a 770 ou quasiment 800. Quand vous dites que vous pouvez faire jusqu'à 100 000 sachets, c'est une répartition qui va partir chez tous vos... Sur les campagnes Cultivons-nous, c'est une campagne militante, là ça part directement chez les jardiniers. Mais 100 000 sachets, c'est rien. Ça, c'est bon juste une campagne, c'est ce qu'on donne, ça. Sur une campagne de solidarité, une campagne militante. Non, non, après, on produit beaucoup plus que ça. Oui. Donc ici, on a l'ensachage et derrière, là-bas, on a l'impression. Donc on reçoit nos sachets vierges. Je sais même pas où est la lumière ici. Merci Nicolas. Non, mais parce que je bosse là, moi, un peu. On va t'embaucher. Et ici, on a les machines d'impression. Tout arrive en sachet vierge blanc, enfin blanc craft, quoi. En sachet vierge. Et on imprime avec, évidemment, de l'encre à l'eau. Donc c'est du jet d'encre, c'est pas du laser, c'est pas cuit. Et c'est des encres biodégradables. D'ailleurs, les dessins des plantes qui sont sur les sachets, ils sont dessinés ici? C'est une bonne question. Chaque dessin sur chaque sachet est unique. Dessiné pas en interne, c'est des illustratrices qui ont travaillé soit en prestation, soit par une autre entreprise. Mais en tout cas, c'est 4 illustratrices qui ont fait tous les dessins. Donc on a dessiné sur les 3 dernières années quasiment 1800 dessins. On aurait pu photoshopper, hein, faire un style dessin avec Photoshop. Mais pour nous, il y avait une vraie valeur aussi sur le dessin et aussi sur faire fonctionner des illustratrices avec l'IA, avec Photoshop, avec tout ça, bah en fait c'est des métiers qui sont durs, qui payent beaucoup moins que fut une époque. Et donc pour nous c'était aussi important de faire fonctionner des vraies personnes. C'est pour ça que chaque dessin est vraiment unique. Et donc une fois que c'est en sachet, là ça va arriver aux expéditions en haut qu'on va aller voir et en boutique. Donc là c'est la boutique, c'est là où on accueille vraiment les gens. Donc il faut savoir qu'en pleine saison c'est plusieurs milliers de commandes qui sont expédiées chaque jour. Vous allez le découvrir en haut, un lieu qui est dédié à ça. Et ici, on fait de l'accueil. Donc là, on va avoir plus de monde en été ou plus de monde sur la période du printemps à l'automne. On va avoir du monde qui vient à la fois visiter, à la fois s'approvisionner en graines, mais pas que, vu qu'on a une énorme librairie avec tout un tas d'ouvrages liés de l'éco-construction à la permaculture, à l'arboristerie, etc. Donc ça résonne toujours avec les valeurs de Cocopelli et avec le métier de Cocopelli, mais on fait aussi fonctionner des artisans locaux. On a du savon, par exemple, on a de l'huile de CBD, on a même des couteaux. Donc ici, dans la boutique, on essaye de faire un petit maillage aussi artisanal local. Et donc ici, on a la carte des producteurs. Donc partout où nos semences sont produites. Ah ouais, là c'est vraiment le réseau de producteurs de semences 2024, excellent. Ouais, donc c'est ce que tu disais tout à l'heure quand on faisait l'interview ensemble, c'est vraiment surtout l'ouest et le sud, quoi. Ouais. Petite question, est-ce que il n'y a pas un peu plus de semences en magasin que sur internet? Tu vois la tête qui fait là? Parce qu'en fait moi je voulais absolument avoir des gros radis d'hiver et sur le site il n'y en avait plus beaucoup en stock. Et tu les as vus Et là? là il y en a plein des radis d'hiver et j'aime autant dire que je vais me servir avant de partir. Ah, ça peut arriver qu'il y ait des trucs en stock en boutique et pas aux expés qu'on va voir là-haut. Mais normalement, quand même, ça s'équilibre. En fait, on n'a pas encore une gestion des stocks qui nous permet de suivre au nombre de sachets. Et du coup, ouais, des fois, tu as des décalages. Mais non, en réalité, le risque, c'est plutôt même qu'il y en ait un peu moins en boutique physique ici que disponible sur les sites internet. Parce que l'activité de Cocopelli, elle est surtout orientée autour de la vente par correspondance de son catalogue papier et de son catalogue internet. Et du coup, toute la gestion est orientée autour de ça. Et au final, le local ici, c'est plutôt une extension, si tu veux, que le centre. Du coup, non, le risque est plutôt inverse. Là, tu es tombé sur le truc relou, quoi. Donc ici, assez rapidement, c'est ce qu'on appelle l'open space. Donc c'est là où on a tous les bureaux. Donc la direction, la compta, l'informatique, la com juste en haut sur la plateforme, la campagne Semences sans frontières qui est là-bas. Et voilà, enfin en tout cas toute la partie administrative. C'est pas le plus intéressant sur le process, bien que c'est le cœur de métier de Cocopelli. Par contre ici, on a une vue assez agréable des conditions de travail dans lesquelles on travaille. Donc on est sur un bâtiment en bois, en terre et en paille. Et ce qui est assez particulier, c'est qu'on est sur une charpente qui est traditionnel, au boulon près, parce que normalement, il ne devrait pas y avoir des boulons, mais des chevilles. Mais vu qu'on est un ERP classe 4, les bureaux d'études ont refusé les chevilles. Ce qui est un peu ridicule parce que c'était plus solide que les boulons. D'ici, on expédie tous les produits qui ne sont pas des semences. Donc on travaille aussi avec des artisans
qui nous fabrique des outils. Nos sympathisants nous ont demandé pendant des années des outils de jardin, des outils de soins du sol, des Oya, etc., des plants. Donc avant, on faisait pas du tout ça, on faisait vraiment que des graines et au final, on a commencé à s'adapter un peu à ce qu'on appelle l'unité de besoin du jardinier, mais toujours en respectant les valeurs de Coopelli. Par exemple, les aérobêches qui sont derrière, ce que les gens connaissent sous le nom de grelinettes, mais là pour le coup, c'est pas des grelinettes, c'est vraiment des aérobêches. Elles sont forgées à la main dans l'Aude, aux forges des montagnes noires. Les outils derrière, c'est des outils Snibor. Alors ça, c'est pas local, ça vient de Hollande, mais en fait, c'est la seule entreprise qu'on a trouvée qui avait une forge familiale manuelle et qui était capable de nous fournir ces volumes. Parce que on a quand même des volumes de vente qui sont assez importants. Et du coup, il faut à la fois trouver des artisans qui travaillent avec des vraies techniques traditionnelles, qui travaillent à la main, mais qui soient aussi capables de fournir du volume. Et du coup, ça, c'est toujours un peu dur, mais au final, on a trouvé, à la fois pour les aérobêches, pour les outils Snibor. Et pareil, on a des Oya derrière. Donc les Oya, c'est ces poteries, vous savez, enterrées, qu'on met au pied des plantes pour diffuser de l'eau pendant plusieurs jours, voire semaines. C'est 4 jeunes potiers, donc qui nous font du tournage série à la main. Donc tout ça, c'est pareil, hein, c'est des trucs qu'on pourrait acheter en Europe de l'Est ou ailleurs, mais on tient à vraiment fonctionner en local sur ces produits-là. Entre l'Oya et le aérobêche, il y avait un autre truc que j'ai pas filmé, c'était quoi? Ah, les outils Snibor, là, tu vois, tu as les... Alors là, on voit que les manches, mais derrière, regarde. Ah, ça, c'est des super outils, c'est vraiment une qualité assez incroyable. C'est ces outils-là, mais regarde, là, par exemple, on en a des petits outils à main. Donc tu vois, ça ressemble à rien de plus qu'un râteau de jardin. Tu vois au toucher que là, tu es sur un vrai produit, quoi. Dans 30 ans, allez, peut-être que le manche aura bougé un peu, mais l'outil, le métal en lui-même, il ne bougera pas. Moi, j'en ai sur la ferme, à Coty, et des fois, les saisonniers oublient de les sortir du champ et ça passe dans le broyeur. Et donc, le manche est complètement défoncé. L'outil, lui, ça bouge pas. Alors des fois c'est un peu tordu selon comment ça s'est pris le broyeur pour dire, enfin voilà, on est vraiment sur des outils qui sont solides, forgés main. Et ça fait partie de nos valeurs en fait. Aussi de ne pas proposer du jetable. Quand on achète un outil chez Coopelli, c'est pour les 10 prochaines ou 20 ou 30 prochaines années, quoi. Tu peux nous montrer ça parce que j'adore cet outil-là. Est-ce que vous avez déjà vu cet outil-là? Moi, je l'aime beaucoup. Ça c'est un presse-motte. Ah, c'est pareil, ça. Là, lui, c'est pas local. On va le chercher en Belgique. On n'a pas trouvé de fabricants locaux qui fassent ce niveau de qualité. Des presse-mottes, il en existe plein. Mais par contre, ce niveau de qualité en inox qui soit autant durable, on n'a pas trouvé. Alors ça, c'est facile. On va avoir un terreau à motter et on va venir en fait plaquer la machine sur le terreau, appuyer et relâcher. Et on va démouler des petites mottes de ce format-là. Donc ça évite d'utiliser des godets en plastique. Il y a une bonne rétention de l'eau. En fait, ça fait le travail d'une moteuse professionnelle, mais pour un jardinier à toute petite échelle, quoi. Et j'ai vu qu'il y a des greffoirs là. T'as des petits greffoirs là? T'as vu des greffoirs? Ouais, j'ai vu ça ici là. Ah oui, bah tu vois, t'as plus l'œil que moi. Ah oui, c'est vrai qu'on a des outils Baco aussi. Ouais. Là, pour le coup, c'est une entreprise familiale, mais c'est pas une petite entreprise. Mais on a sélectionné leurs produits pour la qualité. Là, pour le coup, c'est surtout pour la qualité. Voilà. Ça sent bon. Effectivement, là, la bibliothèque est encore un petit peu plus grande qu'en bas là. Eh oui, oui, là, c'est pas la même. Donc là, on a vraiment toute la diversité. Donc là, c'est pareil, on est en fin de saison. Bon, on est en soirée aussi, il n'y a personne qui travaille. Mais ici, quasiment tous les postes sont pleins en saison. Et donc, ici, on reçoit les commandes et donc on prépare. Donc on a un chemin de picking avec un adressage qu'on a fait nous-mêmes et on n'est pas peu fiers de ce système. En fait, c'est très très physique de préparer les commandes parce qu'on piétine beaucoup, on fait des kilomètres, on tourne en rond. Et donc on est allé chercher en fait quelle variété on vendait le plus. On est allé étudier vraiment en fait la manière dont on vendait nos variétés par correspondance et on a fait en sorte que les gens se mettent le moins possible sur la pointe des pieds pour aller chercher en haut et se baissent le moins possible. Et du coup, tout est à hauteur et tout est sur le début des étagères. Donc la plupart des commandes se préparent là-bas, juste à hauteur. Voilà, sur les 3 rangs du milieu. Et ensuite, c'est plus la diversité qu'on va retrouver sur la fin et qu'on va retrouver en haut et en bas. Les postes ont été co-dessinés avec notre fournisseur, une équipe de travail dont je faisais partie, pour vraiment étudier chaque geste que fait un préparateur de commande, avec tout à portée de main, la hauteur assez idéale, un éclairage qui est agréable, etc. pour faciliter en fait un travail qui est assez dur, parce qu'au final, voilà, on piétine beaucoup, c'est plusieurs kilomètres qui sont faits par jour. En règle générale, le panier moyen, c'est combien de sachets? C'est entre 6 et 10.
C'est moyen, hein. Tu as des C'est moyen. commandes qui sont bien plus importantes que ça et d'autres où c'est 1 ou 2 sachets. Enfin, il faut se rendre compte que c'est vraiment que des petites choses, donc c'est en fait beaucoup de conditionnement avec encore une fois des milliers de commandes par jour en pleine saison. Et ici, ça fourmille beaucoup. En règle générale, quand le client il est là en ce moment, par exemple, il est sur Internet, le lien s'affiche là, il est là, il est en train de cliquer, il est en train de se dire ah tiens j'ai besoin de faire mon petit potager cet été. Là, il vient de te payer. Combien de temps après la commande elle arrive là sur le bureau? Dans tous les cas, en fait, la commande, elle va arriver le lendemain sur le bureau. D'accord. Ici, Ouais. voire le jour même en fonction de l'heure où la commande elle a été passée. Et après, tu as différentes méthodes d'envoi, Colissimo, Chronopost. Et du coup, si c'est Chronopost, en fait, c'est comme à peu près tous les e-commerce. Si tu commandes avant 10 heures, tu l'as le lendemain dans ta boîte aux lettres, quoi. Donc, il faut que ça aille vite. En fait, c'est une des règles, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que ça génère tout ce que ça génère, mais c'est une des règles en or de la vente par correspondance. Il faut que ça aille vite. Quelles que soient les valeurs, généralement, les gens vont voir ailleurs, il faut que ça trace, quoi. Du coup, nous, on a mis en place un système qui fait qu'on arrive à aller vite, tout en respectant nos valeurs et tout en ayant des conditions de travail qui soient le plus agréables possible. C'est pour ça, par exemple, que ici, tu vois, les radiateurs, ils sont au plafond. Et c'est pas pour rien que les radiateurs sont au plafond. Ils sont au plafond parce que si on les mettait contre les murs, on pouvait pas avoir toutes ces baies vitrées que tu vois partout autour. Donc on a une vue ici sur la forêt avec un gros apport de lumière naturelle. Le seul objectif, c'est d'avoir des conditions de travail qui soient les meilleures possibles. Si vous allez dans une zone de prep de n'importe quel e-commerce ou même n'importe quelle entreprise, vous voyez sûrement pas ça parce qu'en réalité, les employeurs vont plutôt considérer ça comme une distraction que comme un gain d'efficacité. Nous, on essaye de ménager les deux. On a envie que les personnes soient bien au travail, donc on fait un apport de lumière au plafond, sur les bords. Il y a une vue qui est intéressante, donc on essaye de créer les meilleures conditions de travail possibles, tout en allant vite. Donc on a mis ce qu'il fallait en place pour et ça fonctionne très bien. Et donc ça veut dire que là par exemple, donc je vois qu'il y a chaque étagère a des numéros. Donc la ME01 par exemple, c'est les articles les plus commandés? Alors non, quand tu es préparateur, tu reçois un bon de commande et sur le bon de commande, il y a un système d'adressage. Donc plutôt que d'avoir le nom de la variété, où il faut chercher la variété dans 2000 variétés, on va avoir une ligne avec marqué ME15 F05. Et du coup, c'est un toucher-coulé, quoi, c'est un damier. On va suivre juste les lignes sur le bon de commande. Merci. Voilà, en fait ici, tu vois que c'est une commande d'un peu plus de 8 sachets. Là, ici, on a l'adresse ME01 H04. Alors évidemment, c'est de toute manière toujours dans l'ordre. Ça veut dire que systématiquement, quand on prépare une commande, le chemin de picking, il va commencer là-bas. Donc ça c'est l'ordinateur qui te le met bien dans l'ordre quoi. Oui. Il est sympa l'ordinateur parfois. On l'a programmé pour. Tout ça, c'est du travail qu'on a fait en interne, hein. Ouais, oui, On n'est j'imagine. pas peu fiers, donc on le dit. Parce qu'on n'a pas fait appel à des prestataires extérieurs pour nous pondre un système de RP, machin, machin. C'est que des compétences internes. Donc ça, c'est vraiment une des forces de Coopelli. On est une équipe assez jeune. On a une moyenne d'âge peut-être à 35 ans, 36 ans. On a à la fois des valeurs militantes, des valeurs sociales qui sont très fortes, mais à la fois plein de compétences en interne qui nous permettent d'être très réactifs sur la technologie. Il y a combien de salariés? Un peu plus d'une quarantaine en permanent. Et du coup, cette année, on a dû monter à 65, quelque chose comme ça, en pleine saison. Vu qu'on a une très forte saisonnalité, on embauche beaucoup en saison pour l'ensachage et pour l'expédition. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est quand même un sacré risque économique aussi. C'est-à-dire que vous savez que vous êtes dans l'illégalité, malgré ça, l'activité prospère, vous embauchez du personnel, faites des investissements, sans savoir ce qui va vous arriver le lendemain. Mais on n'aurait dans tous les cas jamais arrêté. Il y a eu un effet de levier en fait avec le premier procès où je pense que nos ennemis, entre guillemets, s'attendaient pas au fait qu'on soit suffisamment solide dans nos positions militantes pour résister. Et en fait, quand on a résisté, ça a vraiment fait l'effet d'un porte-voix. Parce que d'un coup, les gens ont ouvert les yeux grands comme ça en disant mais comment c'est possible que ce soit interdit de commercialiser? Et c'est allé très très vite. Et au final, nos attaquants ont été très vite dépassés par l'effet de communication que Coopelli a enclenché. Et une fois que ça a été mis en place, aujourd'hui c'est plus possible de dégommer Coopelli sur ces bases-là. C'est plus possible parce que en fait on est tellement entendu. On est tellement reconnu pour ce combat-là que demain, s'ils viennent mettre les scellés sur la porte de Coopelli pour activité illégale, après-demain, vous avez potentiellement 100 000 personnes qui viennent manifester. Parce qu'on a une notoriété internationale sur le sujet. Donc au final, c'est quasiment une patate chaude qui se refile d'ailleurs encore, parce que quand le groupement national interprofessionnel des semences va contrôler, par exemple, Grendel Pays, qui est à 1 heure d'ici, ils font pas l'effort de venir jusqu'à Coopelli. Jamais de la vie. Alors que pourtant, on devrait être contrôlé autant qu'eux. Mais ils viennent pas. Parce qu'ils ont trop peur. Ils ont peur de notre communication. C'est pas l'impact qu'on a sur le marché de la semence, parce qu'on est ridicule. On est un petit grain de sable en fait sur le marché de la semence. Par contre, on a un fort impact médiatique et une équipe de com qui envoie du lourd. C'est surtout ça qui est important, c'est la communication. Donc, c'était un risque économique. Et mes parents qui ont créé Coopelli
avant ça, ont tout perdu, hein. Donc ils ont perdu leur ferme, ils ont perdu leur entreprise, ils ont continué à payer pendant des dizaines d'années derrière les prêts aux banques parce que tout est parti au crash, donc le risque économique était réel à l'époque. Et derrière, on est parti en association. Il y a eu un pari sur l'association. Mon père à l'époque, moi ça m'est jamais arrivé encore en tant que président, mais mon père avant moi en tant que président s'est fait fermer ses comptes 3 fois, 2 ou 3 fois, je sais plus, ses comptes personnels, pour les procès de l'association. Donc ce qui est une pratique illégale, hein, mais ce qui se pratique quand même, mais c'est une pratique illégale en réalité. Tout ça pour dire, en fait, c'est pas du tout pour faire pleurer dans les chaumières. On est complètement droit dans nos bottes et très content de faire ce travail. Mais en effet, c'est une prise de risque, c'est engageant, voilà. Mais le jeu en vaut la chandelle, vous voyez. On a vu qu'il y avait des graines en chambre froide et du coup, passé l'ensachage, elles sont plus du tout en chambre froide. Pourquoi? En fait, les graines, elles sont plus en chambre froide quand elles passent à l'ensachage parce qu'on a une rotation qui est assez rapide. En réalité, on a fait des tests, on a mis toutes les graines qu'on arrive à faire rentrer dans une boîte en métal qu'on a mis pendant 1 an ou 1 an et demi sur une fenêtre exposée sud. Et du coup, ça a gelé, ça a pris le soleil, ça a chauffé dans la boîte en métal. Enfin voilà, on a essayé de créer les pires conditions possibles et imaginables et ensuite on a refait les tests de germination. Et au final, on n'a pas perdu énormément. Tout ça est vraiment lié à l'espèce. Tu vois, un panais, il va perdre sa germination, mais très vite et très facilement, en fonction des conditions. En 6 mois, des fois, il n'y a plus rien qui germe. Une angélique, c'est pareil. Une côte de blette, tu peux la mettre dans quasiment n'importe quelle condition, elle finira par germer. Alors déjà, on contrôle un minimum la température, ça veut dire que ça va jamais trop chauffer ici, mais on en sache à la demande. Donc on sait que pour vendre 150 sachets de Astracom, d'aubergine par exemple, que je vois en face de moi, on va mettre tant de temps. Donc quand on fait notre demande d'ensachage, on va essayer de couvrir en fonction aussi des autres demandes d'ensachage qu'on a, parce que du coup, dans la saison, on est dans le rush. Donc, en fonction de tout ça, on va ensacher un certain nombre de sachets pour qu'on soit sûr qu'à la fin de la saison, la rampe soit quasiment vide. Donc, tout ça, c'est un jeu en fonction des prévisionnels de vente, en fonction de la quantité de graines qu'on a en chambre froide, de la quantité de graines qu'on a déjà ensachées ici. Et l'objectif, c'est que ça reste le moins de temps possible ensaché avant d'arriver chez le jardinier. Tout en sachant que, écoute, après, les jardiniers, ils les gardent pendant des années des fois. Et que ça perd quasiment pas en germination. Tu mets ça dans une boîte à chaussures, dans un placard au noir, il n'y a aucune raison que ça perde en germination. Ça va perdre, hein, petit à petit. Mais voilà, ça va mettre du temps. Et combien de temps environ vos graines elles peuvent rester dans la chambre froide avant que vous les ensachiez? Là, pour le coup, ça va très vite. Ouais, là, on a une rotation qui est très rapide. Enfin, le maximum qu'on va avoir, c'est 2 ou 3 ans de stock. C'est vraiment un grand maximum. Je dirais au pif, mais je ne dois pas être trop loin du compte. Je pense que 80% de nos lots sont partis dans l'année. En fait, on n'est pas une banque de graines, hein. On est distributeur. On n'est pas une banque de graines, on stocke rien. Pour nous, les graines, il faut qu'elles soient cultivées. Donc, il y a une rotation. C'est cultivé chez le producteur, c'est trié, c'est ensaché, c'est testé, c'est distribué pour la saison d'après, et ainsi de suite. Vu qu'il y a une grosse rotation, comme les graines prennent l'information de la saison dans laquelle elles ont grandi, en fait, en fonction des saisons, forcément, tu as des graines, par exemple, plus ou moins acclimatées à la sécheresse ou à trop de pluie. Bon, sachant qu'on est sur des semences libres et reproductibles avec un spectre génétique qui est très grand. Donc ça ne va pas aussi vite d'année une année. Mais en effet, plus les variétés, elles vivent avec les saisons, plus elles vont s'acclimater aux évolutions pédoclimatiques dans lesquelles elles évoluent. Tout en sachant que tu commandes chez Cocopelli une graine qui a été cultivée dans la Saône-et-Loire et que tu habites en Provence, tu auras beau, si tu veux, avoir respecté cette acclimatation de la Saône-et-Loire, en Provence, tu vas la mettre dans des conditions totalement différentes. Mais il faut vraiment intégrer, parce que là, j'entends déjà les ingénieurs agro dire « Ah, l'adaptabilité, machin, machin ». Il faut vraiment intégrer que quand on est sur des semences libres et reproductibles qui sont reproduites depuis des décennies, en fait, dans tout un tas de conditions différentes, elles vont emmagasiner un spectre génétique très large et ça va être très facile pour elles, en fait, de s'acclimater à des nouvelles conditions. Ce sera peut-être pas optimal la première année, mais si jamais en tant que jardinier amateur vous faites l'effort de reproduire vos propres graines à partir de nos graines, là ça va devenir optimal très très vite. Ce qu'on invite à faire, c'est le but de Cocopelli. Le but d'une asso comme Cocopelli, au final, c'est de plus exister, comme le but de tout asso, et on n'existera plus, en tout cas avec un but militant, on n'existera plus le jour où chacun reproduira ses propres semences. Et dans ces cas-là, des structures comme Cocopelli n'auront plus vraiment de raison d'être, si ce n'est de créer encore de la diversité, d'amener des nouvelles ressources génétiques. Mais l'idéal, ce serait que chacun puisse reproduire ses propres semences, les échanger entre voisins, entre maraîchers, entre agriculteurs. Enfin, l'agriculture a été redatée à 45 000 ans. Tout ce cirque-là de séparer la production de la reproduction, c'est très récent, à peine un petit siècle, quoi. Sinon, pendant toutes ces dizaines de milliers d'années, c'était la base. Prendre la meilleure partie de la récolte, la conserver et la ressemer l'année d'après. Aujourd'hui, on fait exactement l'inverse. Merci. Avec plaisir.
Là les amis, on vient de terminer cette petite visite, une belle visite, on va dire, mais on a vu les coulisses de Cocopelli même. Hein. On était limite sur Cache Investigation, hein, attention. Hein. Là s'il y a des Au trucs moins. de cachés, là, tout est filmé, tout est enregistré, les gens peuvent dire. Hein. Merci beaucoup Ananda. Ouais, merci à toi. Petite question, tu fais souvent des visites comme ça d'ici? Ah, sur les journées portes ouvertes, ouais, on fait des visites. Ouais. Chaque fois qu'on fait des journées portes ouvertes, il y a 3-4 visites, enfin 2. Donc, Voilà, il n'y avait temps. pas beaucoup de personnes, mais généralement, il y a une vingtaine, une trentaine de personnes. Ouais, ouais. Bon bah l'avantage c'est que là nous on vient d'avoir une visite exclusive. C'est pas beau ça? Hein, tu vois, si un jour on dit ah on voudrait plus de visites, tu pourrais leur dire bah allez voir Nicolas Mérieux, il l'a visité pour vous. Deux questions que j'aime bien poser à la fin. D'une part, est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde dans cette vidéo qu'on n'a pas fait? Bah non, je crois pas. Écoute, ouais, il y en a sûrement plein des sujets, mais à moins qu'on reparte pour 3/4 d'heure là. Moi j'aimerais bien mais on n'a pas le temps parce que a priori j'ai un spectacle à faire également. Eh oui, oui, Juste là. Dernière question, est-ce que tu as un conseil à donner aux gens qui voudraient se lancer dans le monde agricole? Qui voudrait se lancer en pro dans le monde agricole, Ouais. il faut se lancer, mais à petite échelle, c'est un petit truc quoi. Petit truc polyculture élevage, mais je vais le répéter tout le temps, hein, mais il faut se diversifier. En fait, il faut diversifier à fond ce qu'on produit. Parce qu'on diversifie ses sources de revenus, on améliore les écosystèmes. Enfin, en fait, mais je pourrais t'en lister, mais c'est juste tout bénef, quoi. Il faut diversifier à fond. C'est un peu plus compliqué, tu vois, au début à mettre en place. Tu as plus d'itinéraires techniques, tu as plus de trucs à réfléchir, mais il faut voir petit, il faut voir une distribution locale, le plus locale possible. Et en fait, ça le fait, quoi. Ça le fait. C'est dur, hein, comme métier. Tu vas chercher une autre nourriture aussi. Tu vois, tu es en contact avec le vivant, tu as la nature autour de toi, tu te nourris d'autres choses, quoi. C'est sûr que tu vas pas te faire une paille de ministre, en tout cas pas tout de suite. Mais par contre, tu vas te nourrir de plein d'autres choses. Et je pense que vraiment faire une micro-ferme en polyculture, élevage, aujourd'hui, c'est quasiment un acte militant, quoi. Ouais. Donc il n'y a que du bon. Enfin, tu luttes pour des vraies valeurs. Au début, ça va être dur, mais si tu gères bien ton truc, je pense qu'il y a moyen de vivre dignement. En tout cas, en plus, tu autoproduis une partie de ton alimentation et tout ça. Enfin, mais après, c'est facile à dire, hein, mais il y a l'accès à la terre, tu connais quoi. Toute la machine quand même à mettre en place. En France, on ne facilite pas l'installation de petites fermes en polyculture élevage, si tu veux. Donc déjà, de base, à partir de là, c'est un acte militant parce que tu vas cravacher un peu. Tu vas avoir une charge mentale bien élevée au début. Enfin voilà, tu vas te prendre la tête pour construire le truc, l'imaginer, le rêver, jusqu'à ce que ça se concrétise. Enfin, des fois, c'est plusieurs années, en fait, jusqu'à concrétiser un projet comme ça. Mais derrière, c'est tellement de bonheur. Trop bien. Ah, merci beaucoup. Merci. Merci Ananda, merci les amis. Si vous êtes jardinier, maraîcher, maraîchère, jardinière, eh bien n'hésitez pas à commander vos semences chez Cocopelli. À bientôt les amis. Ciao.